Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode des prospects. Oui, les prospects, bien évidemment. On fait, chaque année, vous le savez. Vous avez déjà suivi les deux premiers épisodes. Si vous nous écoutez et que vous avez écouté les deux premiers avec Ryan, on a fait les edge, les defensive tackles. Aujourd'hui, on part, ça va vous plaire parce qu'on va parler un peu, on change un peu de poste, on change un peu de, on va parler du poste tout simplement le plus important en NFL. Et aujourd'hui, donc, je reçois, c'est une première sur la chaîne, je crois en plus. On reçoit Kevin de The Trick Play, qui est donc membre de la team The Trick Play, fan d'Oregon, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était coach de position au Flash de la Courneuve avec l'équipe B, si je ne me trompe pas. Tu C'est bien commentes ça. aussi les matchs du Flash sur YouTube de la première division. Voilà, Ouais. donc pour ceux qui connaissent pas Kevin, voilà, il a un grand large, voilà, il fait beaucoup de choses pour la commu française déjà. Il commande des matchs et tout, donc c'est hyper cool sur YouTube. Et du coup, voilà, et on avait le troisième, on va dire, champion de France de l'équipe TTP C'est l'année ça, dernière aussi, c'est ça, mais en tant que coach. Donc, c'est ça. merci à toi, Kevin, de venir pour une première fois sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler des QB. Voilà, vous aviez l'habitude que c'était Val, mais on sait que Val, voilà, il s'est mis de côté par rapport à la team TTP. Et du coup, moi, j'ai contacté Kevin parce que c'est Kevin qui a repris, on va dire, la partie scouting que Val ne faisait pas. Et du coup, j'ai sollicité Kevin cette année. Val viendra pour d'autres positions plus tard. Mais donc là, on va des quarterbacks. Et du coup, on en rajoutera trois à la fin. C'est une petite surprise. Voilà, c'est en option. On va quand même parler des quarterbacks principaux, mais il y a des noms que vous avez dû entendre, des noms qui étaient hypés en pré-saison, avant que la saison de college football se lance, même pendant la saison. Il y en a qui ont un peu disparu, il y en a qui ont fait un peu moins bien, puis il y en a qui sont montés. Bref, voilà. Donc Kevin va nous expliquer tout ça. On va parler. Moi, si j'ai des questions, il va pas. Il va clairement essayer d'y répondre aussi. Mais Kevin, la première chose, ce que je l'ai posé, je pensais pas poser la question auparavant, mais toi, tu scoutes là, on te connaît pas, voilà, c'est la première fois que tu viens nous parler un peu des QB et tout ça. Moi, je te connais en off, donc c'est différent. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, on sait que tu fais beaucoup de TT Palette sur The Trick Play aussi, tu expliques beaucoup de jeux, tout ça. Euh, Bref, sur un quarterback, Kevin, qu'est-ce que tu regardes en premier? Qu'est-ce qui t'importe vraiment, la chose principale que tu veux voir chez un QB? Déjà, je commence. Salut Joe, salut tout le monde, et c'est super gentil de m'avoir invité. Je suis très très content de participer à ce podcast et de prendre le flambeau de Val, qui est pas non plus une mince tâche, parce que je sais que c'était aussi son petit bébé, les quarterbacks sur le scouting. Euh, pour ma part, je fais beaucoup les QB. Vous avez vu presque principalement ce que j'ai fait comme fiche là sur le site TTP cette année, c'est beaucoup les QB. Parce que c'était mon poste en tant que joueur, parce que c'était le poste que je coachais, parce que c'est le poste où je suis le plus familier, où j'ai vraiment le plus de connaissances et qui est le plus facile de scouter pour moi. Après, je regarde différentes choses. C'est que j'ai peut-être un peu cet œil où je me dis ce que je cherche moi en tant que coach. Mais ce que je cherche moi en tant que coach, c'est pas forcément ce que cherche un coach NFL, tu vois. Et c'est pour ça que j'essaie aussi de me mettre dans ce changement. C'est un problème que j'ai avec les receveurs, par exemple, parce que je downgrade beaucoup un receveur qui a du mal à bloquer. Et bah, tu verras si jamais tu discutes avec Guigui. Je suis une plaie en tant que coach avec les receveurs qui ne savent pas bloquer. Je sais qu'en NFL, c'est quelque chose qui est un peu moins important, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même considérer. Maintenant, pour les QB, dans la NFL moderne, je cherche de la mobilité à ne Mhm. pas, à ne pas négliger. Parce qu'on est plus sur une époque avec des Peyton Manning, des Eli Manning, des Philip Rivers, des Tom Brady, des mecs qui étaient capables de bouger, mais qui étaient des statues dans la poche. Bien sûr. La NFL moderne, c'est des mecs qui sont capables de bouger dans cette poche, de scrambler, d'aller chercher des first downs avec leurs jambes assez régulièrement. Ce qu'on n'a pas vraiment cette année. On en parlera légèrement un peu quand on ira voir des gars qui sont pas dans les principaux. Mais Exactement, ensuite, ouais. ensuite, je cherche une mécanique propre. C'est bête, mais incuber surtout ceux qui ont au moins 3 années de college football, une mécanique qui est pas propre après 3 années. On sait qu'en NFL, ils n'ont pas le temps de te développer maintenant. Ils s'attendent à ce que tu sois un produit qui soit presque fini. Donc ils vont t'affiner les détails, ils vont faire
bah, est-ce que tu avais un playbook en college qui était relativement simpliste, donc tu vas apprendre des détails supplémentaires, mais ils ont pas forcément le temps de t'apprendre ta technique. Donc si jamais tu arrives chez les pros et que ta technique elle est bâclée, si jamais vous avez suivi mes fiches et notamment la TT Palette Drew Allard, c'est pour ça que j'ai énormément de mal à le voir en NFL parce que, pour moi, c'est une situation qui est critique tellement il y a de manquements. Et ensuite, OK. tout découle de ça parce que généralement ta précision, elle va dépendre de ta mécanique, Mmh. elle va dépendre de ta technique individuelle. La puissance de bras, pas tant que ça. Disons que je vais mettre un plus parce que tu vois que la part des QB, tout le monde s'excite: «Ouais, il a lancé une balle de 55 yards». Tous les QB lancent des balles de 55 yards. Faut se calmer, d'accord? On n'est pas en France. Les mecs, bon, c'est pas mon bras à moi, d'accord? Les mecs sont pas limités à 35 yards, d'accord? Oui, tous les QB lancent à 55 yards. Après, c'est est-ce que tu es capable de pour moi, c'est au-delà de 65. Est-ce que tu es un Josh Allen? Est-ce que tu es un Patrick Mahomes? Est-ce que tu es un Justin Herbert? 65 plus, pour moi, c'est là, je mets un plus, mais je mettrais pas de moins pour un mec Mmh. qui a un bras à 60 yards, tu vois? Mmh. Parce qu'il faut se rendre compte qu'il y en a, c'est des aliens. Ouais, Il bien faut sûr, il bien sûr, faut se bien rendre sûr. compte que les Herbert, les Allen, les Mahomes, ce ne sont pas la norme, ce sont les exceptions à ce niveau-là. Donc je vais pas Exactement. downgrade un QB qui n'a pas forcément un bras de 70 yards. Mais mécanique. Mécanique, c'est ce OK. que je regarde beaucoup. Mécanique et après, système dans lequel tu joues, parce qu'on va le voir, là, on va le voir avec notamment les 2 premiers QB qu'on va évoquer. Mmh. C'est des choses qui sont quand même assez importantes, parce qu'il y a une vraie différence entre certains playbooks et systèmes, college football et des playbooks NFL. Et après, en général, je suis pas j'essaie quand même d'avoir une bonne vision dans le sens où je regarde 4 matchs minimum par joueur. C'est Mmh. bête, en général, je regarde la dernière année et je vais sur, Football Référence, Sports Référence sur la page et je fais toujours les 2 meilleurs matchs, les 2 plus mauvais matchs et je Mmh. regarde OK. qu'est-ce qui fait que ça a été tes 2 meilleurs matchs? Après, on est sur du statistique, hein. Tu as des joueurs qui vont avoir des bons matchs statistiques et je Mmh. les trouve dégueulasses et inversement, tu vois? Mmh. Mais je vais toujours prendre tes 2 meilleurs matchs statistiques, tes 2 pires matchs et je vais voir qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est pas Et bon et après je pars de là. alors, la petite aparté, pour ceux qui connaissent pas Kevin, voilà, des fois, on est sur Discord, on se retrouve ensemble sur Discord ensemble à regarder des matchs, que ce soit le dimanche ou le college football. Et un jour, on était un dimanche, et là, ou c'était un jeudi soir, je sais plus, un jour férié, je sais plus. Et là, il y a Kansas City qui joue, et Kevin me bassinait. Là, moi, dès que Patrick Mahomes, vous connaissez, il réussit une passe un peu bizarrement et tout, hein, ça génie. Et là, t'as Kevin derrière, mais sa mécanique, elle est Ah ouais, dégueulasse. mais je vais être honnête, honnêtement, Mahomes, c'est un joueur que j'aime bien voir jouer parce qu'il est capable de certains trucs, mais moi qui suis un peu un puriste au Pointilleux, niveau pointilleux, ouais, ouais. je suis vraiment très pointilleux, un puriste niveau, mécanique des QB et des fois Mahomes, il me après, je pars du même principe quand je coach, c'est que Exactement, si non, non, mais bien sûr. non, non, c'est que si tu réussis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, Si exactement. si tu es champion 3 fois, que tu complètes 70 de tes passes, que tu mets 40 TD dans l'année, est-ce que c'est à moi venir te dire quelque chose? Et techniquement, Mais avec tous les QB, tu vas trouver quelque chose à redire, mais exactement, exactement. oui, Mais je sais que voilà, la petite aparté, voilà, t'es je pas suis anti chiant, Kansas, je t'es suis pas chiant, anti, je t'es suis pas anti chiant. Mahomes, Oui. mais je sais Non, que non, non. je sais que des fois tu le vois jouer, tu te dis, oh là là, la mécanique, tu dis c'est affreux. Bon, il Ouais. réussit la passe, mais c'est Mais il affreux quoi. réussit, Et c'est ça, tu voilà. tu peux rien lui dire. Tu réussis, tu es champion, bah, je ferme ma gueule et bravo, quoi. Tu vois, il y a que ça à dire. Je t'ai jamais posé la question. Je pense savoir qui a été ton QB que t'as le plus aimé dans ta vie. Je pense savoir qui c'est, mais Alors, je peux bah, me il y en a tromper, hein. 2 parce que ce sont mes équipes. Il y a eu Drew Brees qui était le premier, bien entendu, Bien qui évidemment, ouais. était undersized comme moi parce que moi je suis relativement petit aussi et ça a toujours été un modèle. C'est un mec qui a vraiment surpassé ce que tout le monde attendait de lui et qui a surtout produit à un niveau, et avec un casting autour de lui qui a jamais vraiment été, extraordinaire. Et après j'ai toujours aimé après Mariota parce que j'ai connu les Ducks d'Oregon avec Marcus Mariota à la baguette, avec, Chip Kelly. D'ailleurs que j'ai eu la chance de rencontrer avec les Mousquetaires leur première année à Jean-Bouin et je lui ai dit vraiment que c'est lui qui m'a fait découvrir le football, qui m'a fait aimer l'offense, qui m'a fait aimer Oregon et tout, donc j'étais vraiment content. Mais ouais, Marcus Mariota. C'est un style totalement différent, Exactement. mais tellement humble, mais même humainement, même pas que sportivement, c'est un homme en or. C'est un homme en or et la manière dont il se comporte, la manière dont il traite les autres surtout et c'est la manière dont il se comporte sur le terrain et tout, c'est vraiment les 2 joueurs que j'ai le plus adoré voir jouer.
Ok. Et petit aparté, juste pour finir, pour te présenter dans ta présentation, Kevin, je crois que tu as coaché un petit peu, tu étais dans un coaching staff un peu, quoi, c'était au lycée, je crois, tu avais intégré un truc, c'était ça, Non, à un en moment fait, donné, non? on a eu la chance avec le Flash de la Courneuve un peu après mon arrivée. En fait, notre manager général Bruno Lacamcaron Mhm. était un très bon ami du coach Mike Leach. Donc Ah, oui. feu coach Mike Leach qui était à Washington Mhm. State. Mike Leach venait régulièrement en France faire le tour des grands vignobles. C'est un amoureux, un vrai hédoniste, un amoureux de la cuisine et des vignobles français. Mhm. Et en fait, on a eu la chance d'aller faire du shadow coaching pendant 3 semaines là-bas. Donc on a vraiment suivi le Incroyable. programme, on a suivi les meetings, on a eu vraiment des meetings limite pour nous. On a eu un assistant qui s'appelait Drew, qui nous a fait des meetings à nous, qui nous expliquait leur système. On avait les jours de Exceptionnel. match, on avait le pass sur Ouais. la sideline, donc on a vu le Wazoo contre Eastern Washington de Cooper Cup à l'époque, où on était sur la sideline, où Eastern Washington était venu gagner à Washington State, à Pullman, et la semaine d'après, on a volé jusqu'à Boise et pour aller voir sur le fameux Smurf Turf, le terrain bleu de Le Boise. terrain bleu, On est, ouais. c'est ça, on était parti voir le Boise State, Washington State, donc les 2 premiers matchs de la saison. C'était vraiment une expérience, c'était Incroyable. incroyable. Et d'ailleurs, chose à noter, c'est que le coach receveur qui nous avait reçu dans sa room de Mhm. l'époque, c'était coach Shepard, qui vient de devenir le head coach de Oregon State. J'en parle assez souvent, effectivement, il a eu un sacré parcours. Et un des receveurs qui était là à l'époque dans cette room, c'était Kyle Sweet, qui a fini quelques années plus tard receveur chez les Mousquetaires et donc, que j'ai retrouvé à Paris quelques années Incroyable. après. Ouais, Incroyable. Et pour ceux qui ont connu Mike Lynch à la fin, il était coach de Mississippi State. Voilà, c'est si ça, je me trompe pas, c'est ça. c'est ça. Ok, très bien. Bon, voilà, on a présenté Kevin. Voilà, pour tous ceux qui ne te connaissaient pas, au moins, voilà, le décor est planté. On y va, Kevin. On va parler donc de nos quarterbacks. Et voilà, il y a quand même une classe de quarterbacks intéressante quand même pour cette draft. Oui, il y en a qui sont descendus, qui n'ont pas eu la hype attendue que l'on attendait en début de saison. Moi, le premier, mon quarterback m'a déçu. Vous commencez à me connaître, voilà, supporter de Clemson et tout. Mais aujourd'hui, donc déjà, on va parler du premier parce que c'est celui qui a remporté le titre, le Iceman, voilà. Il revient, on va pas dire de loin, mais on s'y attendait pas en début de saison. C'était pas lui qui avait la plus grosse cote. Mais Fernando Mendoza, voilà, j'ai mis les stats de cette année. J'ai pas voulu mettre toutes les stats de toute sa carrière. Mais Fernando Mendoza, Indiana, un coach qui a su, on va dire, jouer avec lui et le mettre dans le bon système et dans le bon environnement. Voilà, présente-nous Fernando Mendoza. Pour toi, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'il est? Voilà, c'est pas lui qui va aller faire le plus de yards à la course, ça on le sait, tu l'as dit en aparté au début. Mais vas-y, on t'écoute, parle-nous de Fernando. Je pense que tu as dit un des points cruciaux sur Mendoza dans ton intro, c'est Signetti l'a mis dans le bon système. Donc c'est un mec qui a quand même fait 2 ans avant à Cal, qui était chez les California Golden Bears et qui a transféré à Indiana pour remplacer Curtis Rourke, qui était le QB avant. D'ailleurs, chose à noter pour la draft 2027, Josh Hoover, le QB qui a remplacé Mendoza, qui vient de TCU, mettez-le vous en tête parce que déjà qu'il était bon à TCU, je pense que Signetti a prouvé qu'il pouvait faire quelque chose avec ses QB. Pour 2027, pensez-y. Ils avaient un système offensif qui était très basé sur la RPO, qui était, je trouve, ultra simpliste. Et en fait, ils gagnent, je vais pas dire qu'ils gagnent leur. En fait, pour moi, ils ont plus ou moins le playbook que ce qu'avait Washington il y a 2 ans quand ils vont en finale contre Michigan. Ce qui veut dire, t'envoies les balles en l'air, tes receveurs ils catchent la balle, c'est bien. Quand ils la catcheront pas la moitié du temps, il y aura une DPI ou un holding ou quoi que ce soit. Vraiment, il y a des matchs, tu les vois, c'est back shoulder sur back shoulder sur back shoulder. Et j'ai un peu de mal avec lui parce que déjà, je vais être honnête avec vous, si jamais je classe par tiers, j'ai pas de QB tiers 1 cette année. On va faire simple pour moi, tiers 1, c'est un QB générationnel. Ce qui veut dire que, et ce que moi j'appelle un QB générationnel, c'est que quelles que soient les autres personnes qu'il y a dans cette draft, tu le prends en première, en first overall. Je vais même être honnête avec vous, pour moi, un tiers 2, je suis même pas sûr que Mendoza et donc Ty Simpson, qui est le deuxième QB que j'ai dans ces tiers, je sais même pas si je les mets dans le tiers 2, tu vois. Parce que pour moi, tiers 2, c'est lock first round. Pour Mhm, moi, je parle du niveau du joueur, pas des needs des équipes. mhm. Les needs des équipes, tu sais très bien que quel que soit le niveau des QB, vu qu'il n'y a pas vraiment de top joueurs cette année, tu sais que les Riders vont prendre un QB. Donc ils vont Bien, prendre le bien meilleur évidemment. QB, ils vont prendre le meilleur QB disponible. Mais pour moi, tu vois, par exemple, un Mendoza dans la draft de l'année dernière ou dans la draft de l'année prochaine, il n'est pas meilleur QB. Tu Non, vois. mais, Et si jamais je non, mets des mais tiers, j'ai des mecs qui sont dans un tiers au-dessus de lui, tu vois.
Mais maintenant, il y a des choses qui sont indéniables. C'est un mec qui a un QI football, c'est un mec qui a un bras, c'est un mec qui a une compréhension du jeu. C'est quelque chose qui est pas forcément flagrant dans leur système parce que c'est un peu masqué, parce qu'il y a beaucoup de RPO, parce que c'est beaucoup de lecture en demi-terrain, parce que c'est beaucoup de lecture rapide ou quoi que ce soit. Mais par contre, je m'attendais pas à autant d'athlétisme de sa part. Parce que pour le coup, si vous gardez en tête le TD, enfin tout le monde a en tête le TD qui met à la course en fin de match contre Miami, Mm. qui est juste un exemple phénoménal de volonté et vraiment de hargne et de gagne. Il n'y a rien à lui reprocher là-dessus, c'est un gagnant. Et je pense qu'en NFL, c'est aussi ça qu'on cherche, c'est un gagnant. Et t'en Non, as bien d'autres, on en va parler évidemment. après, comme des Diego Pavia ou des trucs comme ça. C'est un Mm. football player, c'est un vrai joueur de foot. Ok. Maintenant, je trouve que il me, il n'y a pas de flash avec lui. Dans le sens où tout ce qu'il fait, c'est relativement propre, c'est bien, mais pour moi, il était, et ça, j'aime pas trop dire ça parce que, voilà, mais pour moi, c'est un système QB. Ce qui veut dire que c'est un QB qui a très bien réussi dans le système de Kurt Signetti, qui était mine de rien entouré par le roster le plus vieux de college football. Il a un roster avec il avait un roster avec des joueurs qui ont l'âge d'être en dernière année de premier contrat NFL, tu vois. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Maintenant, voilà, même la manière dont il court, tu vois, il va falloir qu'il apprenne à courir intelligemment parce qu'on a eu l'exemple Jackson Dart cette année qui a plus de protocoles Como qu'il a de matchs joués. Euh, Fernando Mendoza, encore une fois, hein, je l'ai scouté ça doit être un de ceux que j'ai le plus scouté. Je dois avoir 5 ou 6 matchs de lui. Je crois que je l'ai pas vu slider ou sortir. Sortir peut-être un peu, mais slider en plein milieu du terrain, jamais. Oui, là, Il son baisse toujours gabarit, l'épaule. voilà, Oui, son gabarit ne fera pas en effet la différence qu'il pouvait faire ouais. certains matchs C'est s'il slide pas, quoi. c'est surtout que, et c'est le cas d'ailleurs pour tous les QB que j'ai vu cette année, le seul qui est pas dans ce cas-là, c'est Chamblis, mais finalement il repart en college Mm. football, qui était lui une vraie exception. Mais sinon, tous les QB de cette année, c'est ce que je dis dans les fiches scouting, c'est que ils se pensent plus athlétiques qu'ils ne le sont. Donc là, l'avantage, c'est que ça va être valable pour littéralement tous les QB dont on va parler. C'est que quand tu les vois scramble, en fait, ils vont aller. Les gens vont me dire, ouais, mais Kevin, regarde, il prend des first down. Oui, il va prendre des first down. Oui, il met des touchdowns. Bien sûr, encore une fois, c'est indéniable. Je peux pas dire le contraire. Mais une fois que tu vas être en NFL, une fois que tu vas pas avoir des linebackers qui vont être pris au 7e tour, qui seront pas en NFL, en pro ou quoi que ce soit, tu vas avoir que des pros. Je pense que cet athlétisme va être mitigé et va être diminué par rapport à ce que tu as en face parce que tu as que les meilleurs athlètes du monde. Et je pense que la plupart des QB de cette draft class sont dans ce cas-là. Ce qui veut dire que oui, ils vont scramble, ils vont pouvoir aller chercher des yards après, des first downs intéressants, des touchdowns à la course, quoi que ce soit. Mais je pense ils sont presque tous pocket passeurs. T'as que des pocket passeurs cette année, t'as très peu à part des QB particuliers comme des Haynes King par exemple, dont on parlera pas forcément aujourd'hui, mais tout le monde jette cette référence. C'est un peu un Tyson Hill, tu vois, tout le monde le voit un peu comme ça en NFL parce que pour moi, il n'a pas vraiment d'avenir à ce niveau-là. Mais voilà, pour moi, Mendoza, ça reste quand même, je pense, le meilleur QB de cette draft, mine de rien. Pas forcément parce qu'il est hyper bon, mais parce que je trouve que la suite n'est pas très bonne non plus. Je vais être Mm. honnête avec toi, je pense que. Et tu vois, je vais même changer ma phrase, je vais même te dire c'est le moins pire des QB de cette année. Tu vois, je vais même te le dire comme ça. Parce que je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé si top que ça. Maintenant, les Riders, ouais, ils ont besoin d'un QB. Si t'as un Jeremiah Smith cette année, tu vois, par exemple, t'as un Jeremiah Smith qui se présente cette année, je sais pas s'ils prennent un Mendoza devant un Jeremiah Smith. Tu vois. Non, mais bien sûr, bien sûr. Elle est là pour moi la limite de ce niveau. Ce qui va falloir être quand même le dire, c'est hyper important quand même, c'est qu'avec Fernando Mendoza, il faudra pas non plus l'enterrer tout de suite, il faudra le Oui, laisser bien sûr. du temps aussi, parce que même s'il a déjà, il a je sais plus quel âge, Fernando Mendoza, il a quoi, 23 ans, Je 22 ans, crois, ouais. 23, Mm. un truc comme ça, bref. Et il faudra quand même être patient avec lui. J'espère que les Raiders seront patients avec lui et j'espère qu'ils l'emmèneront voilà, tranquillement. Et il faudra pas se jeter sous le bus dès la première saison, quoi. Voilà, Mm. en plus, il va starter très tôt, il va commencer à jouer tout de suite. Donc voilà, et en sachant que les Raiders, quand même, il y a un gros chantier. Bon, il va pouvoir avoir un tight end quand même solide pour passer le ballon. Mais d'ailleurs, il va Mm. falloir une O-line, oui, deux tight ends même. C'est ça. Il va falloir une O-line quand même qui tienne la route. Va falloir, bon, il y a un running back. S'il y a une O-line qui tient la route, qui va pouvoir aussi l'aider à la course. Bref, il va falloir quand même trouver les bonnes choses.
être patient avec Fernando Mendoza. Mais par contre, ce qu'a dit très bien Kevin, vous avez une chance, c'est que c'est un quarterback qui a un QI foot au-dessus de la moyenne. Par contre, ça, moi, j'apporte beaucoup d'importance. Je m'en fous que le mec, ils savent pas courir, qu'ils savent pas. Je suis désolé, j'ai mon petit qui parle derrière. Pas de suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est, par contre, il faut être conscient que le mec, il va analyser ses erreurs. Et la semaine d'après, il y a de grandes chances qu'il ne les refasse pas. Et par contre, c'est un mec qui n'a pas peur, comme tu dis. S'il a confiance en lui, il va envoyer les 50-50 comme il faisait avec Oui. Signetti. Et ça sera son receveur. Un Brock Bauer sera très capable de faire les 50-50. Il n'y a aucun problème. Et lui, il va lancer le ballon, mais où la plupart du temps, son receveur ou son tight end pourra réceptionner le ballon. Si je dis pas de suite, je vais même me mettre sur leur roster parce que je pense que c'est pas eux qui ont Taquan Thornton, l'ancien receveur de Tennessee. Mm. Je crois qu'il Non, a pas trop joué l'année Thornton, il a dernière, mais je Kansas pense City. qu'il Il a est. Kansas City. Il a Kansas Alors, City, Thornton. on parle peut-être pas du Ah, même. Taekwondo Non, Thornton, moi je parle. non, Ouais. Taekwondo, c'est Dante. Ouais. Dante Thornton, qui était ouais. Ouais, c'est ça. le 4e tour des Riders l'année dernière, C'est ça. qui est quand même une grande cible qui peut jouer là-dessus. Jack Bech aussi, qui peut un peu favoriser ça. Et puis ils ont récupéré Speedy Naylor aussi. Donc je trouve il va avoir des cibles qui seront tables. Comme tu le dis, ils ont Oui. un running qui se débrouille sans O-line, donc tu lui donnes un minimum de O-line de protection. Maintenant, j'ai un petit problème avec lui, c'est que c'est un peu un poulet sans tête quand il y a un peu trop de pression sur lui. En fait, tu le vois qu'il cache le bras, il baisse la tête et en fait, il perd un peu des yeux ce qu'il y a devant lui. Je trouve ça un peu dommage, notamment le match contre Ohio State, la finale de Big Ten. C'est visible avec la vraie pression qu'Ohio State est capable de mettre dans une poche. Tu vois qu'il y a vraiment pas mal de moments où plutôt que de garder la balle là, en fait, il va la mettre sous le bras comme un coureur et il baisse la tête en s'échappant. Et en fait, je trouve ça un peu problématique. Et le problème, c'est que si tu te dis, bah, ce mec-là, je vais le mettre derrière la O-line des Riders, voilà. Ouais, il va falloir vraiment qu'il travaille à avoir une bonne O-line. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est par contre, il y a un truc qui m'a surpris en college football. Et c'est la force aussi, malgré tout, des grands joueurs, c'est d'effacer. Il va se faire intercepter le jeu d'avant, le jeu d'après, il revient sur le terrain, c'est terminé, il n'y pense plus. Ouais. Quoi. En college football, il y arrivait. Alors, est-ce qu'en NFL, il y arrivera? Je ne sais pas. Mais en college football, c'était quand même sa grande force. Il faisait une erreur, il revenait sur le terrain, boum, c'était revenu. Il était revenu, il revient, il est focus. Quoi. C'est terminé. Quoi. Tu vois, c'est contre Oregon, le match de saison, quand il prend le pick six par Brandon Finney, là, qui égalise, je crois, à 20 partout à ce moment-là. C'est ça. Derrière, il gagne le match. Derrière, il continue de découper tout le monde et il met le dernier TD sur ce rat et il fait un drive totalement. Alors, bon, je vais pas parler de la défense d'Oregon sur ce drive, mais il fait un drive archi propre où il prend ce que la défense lui donne. En fait, c'est un QB, c'est ce qu'on demande au QB, même la plupart des joueurs, c'est d'avoir la mémoire courte, ce qui veut dire que t'es pas focus sur le jeu d'avant, t'es pas focus sur le jeu d'après, t'es focus sur le jeu de maintenant. Et pour le coup, il est capable de faire ça. Ça a l'air d'être vraiment en plus un bon gars, ça a l'air d'être un gars qui est très team friendly, donc ouais, en soi, je chie pas sur le mec, qu'on soit d'accord. C'est juste que je trouve que Non, après mais moi il a ses qualités, ses voilà, défauts, mais quoi, bien évidemment. après j'aime le beau jeu aussi, tu vois, et Bah, je trouve que ouais, ça, on peut appeler ça un joueur lisse. En fait, il fait ni chaud ni froid, quoi. C'est tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et voilà, il y a pas l'étincelle comme on a envie de voir d'un joueur élite qui va te préparer. Mais justement, c'est pas comme tu l'as dit avant, c'est pas un tiers 1, quoi. C'est un c'est joueur ça. Qui a sa place, quoi, tout simplement. Il sait ce Et qu'il est capable de faire. dernière chose à noter, parce qu'on va avoir totalement l'inverse avec Ty Simpson, c'est que le système d'Indiana, outre le fait d'avoir beaucoup de RPO et de lecture en demi-terrain ou de lecture de jeu à une lecture, c'est un système qui avait presque pas de huddle. C'est un système où il faisait presque aucun ajustement sur la ligne, que ce soit des audibles ou des protections de passe. Ça va être le cas pour beaucoup de QB dont on va parler. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Ça aussi, je prends souvent l'exemple de Bonix et Jaden Daniels quand ils sont arrivés. Parce que pour moi, ce sont les meilleurs exemples qu'on ait ces 5 dernières années où tout le monde leur a chié dessus parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils arrivent, ils ont 30 ans, c'est des Brandon Whedon et tout. Regarde la saison rookie qu'ils font. Exactement. Et pour moi, ce sont les nouveaux standards NFL, ce qui veut dire arriver prêt. Et Bonix, sa dernière saison à Oregon, pourtant c'était la première année de Will Stein, Bonix, il faisait des ajustements sur la ligne, il faisait je vais pas dire tout ce qu'il voulait, mais il avait une grande liberté, déjà en college football, il avait une grande liberté de gestion de l'offense. Et c'est quelque chose que, notamment pour Mendoza,
On ne voit pas. Je dis pas qu'il est pas capable de le faire, parce qu'on va en parler après avec Beck, il y a des raisons, mais je dis pas qu'il est pas capable de le faire. Je dis juste que nous, de notre côté, on l'a jamais vu son offense lui demander de le faire. Donc, bien entendu que pendant les interviews de Combine, ils lui ont demandé, bien sûr qu'ils l'ont questionné dessus, qu'il a dû en bouffer et que on va sûrement voir d'ailleurs l'épisode avec John Gruden où il fait les que j'adore d'ailleurs. J'ai un peu de mal avec Gruden, mais ces épisodes avec les QB là, quand il les fout devant un tableau blanc, je trouve ça toujours hyper intéressant. Donc, mais voilà, je doute pas que ce soit un QB intelligent qui soit capable de le faire. Tous les prérequis que tu as en NFL, ben, les huddles, les trucs comme ça, il les a pas forcément fait. Donc c'est aussi à noter. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et peut-être que les Raiders aussi iront faire un choix intelligent, lui rajouter le wide receiver qu'il avait, Elijah Sarrat et tout, au deuxième tour. Peut-être qu'ils iront chercher un joueur comme ça, j'en sais rien. Peut-être pour l'aider. Tu sais, la connexion comme à l'époque, ça Oui, se faisait Burrow Chase. ouais, Euh, alors avec tout le respect que j'ai pour Mendoza c'est et pas les Sarrat, mêmes joueurs. Ah, c'est pas les mêmes joueurs, hein. alors Mendoza encore, je veux bien, mais alors Sarrat, Non, si non. vous avez lu Non, le mais profil, c'est je disais, on en parlera. On n'est pas là pour parler de Omari lui. Cooper, Mais oui. Tu prends Omari Cooper en début de deuxième tour, je dis rien. Omar Cooper, pardon. Omari Cooper, Omar Cooper, ouais. Oui, oui, c'est ça, Omar Cooper. j'ai confondu avec Omari Evans de Non, non, mais Penn il y a State. pas de souci, il y a pas de Mais souci. oui, Bref, voilà, c'est la connexion quarterback-receveur, oui, de college football. qui est toujours intéressante, Voilà. oui. On l'avait vu aussi avec Tua et puis Jalen Waddle, qui était plutôt pas Oui. mal aussi au début, quoi. Bref, voilà, petit aparté. On y va, on enchaîne, Kevin. Je pense qu'on a été assez complet sur Fernando Mendoza. On va parler maintenant de Ty Simpson. Alors moi, Ty Simpson, après l'avoir regardé, après l'avoir pour moi, ça serait presque le QB1 de cette draft, mais il est tellement bon sur les 3 niveaux et tout, il est capable de lancer. Bref, j'adore le joueur. J'adore le joueur. Alors moi, ce qui m'embête, c'est savoir où il va tomber. Parce que s'il tombe dans une franchise en totale reconstruction, bah, j'ai peur qu'il fasse comme pchit, un peu comme Bama en milieu de saison et que tout le monde dise après, ah bah oui, on s'enflamme sur les premiers matchs, puis après on le voit chuter. Mais on a vu ce qu'était, on a vu à Bama que ça avait été quand même pas voilà, c'est pas les Bama qu'on a connus ces 15 dernières années, hein, on va pas se mentir, hein. Mais Ty Simpson, par contre, voilà, l'équipe qui va aller le chercher en milieu de draft et tout ça, ou début de 2, ou enfin, voilà, je sais pas exactement. Mais s'il tombe au bon endroit, Ty Simpson, attention, hein, ça peut vraiment être un super quarterback à avoir joué. Moi, il m'a donné c'est le joueur qui te donne des frissons, quoi, on va Ah, dire. moi Moi, aussi. pour moi. Alors Voilà. j'irai peut-être pas jusqu'à dire des frissons. Moi, ce serait plus un Chamblis, par exemple, que j'ai regardé là il y a pas longtemps, que je Oui, qui pensais était. scouter, mais finalement non. Mais je t'avoue que visuellement, c'est celui qui m'a fait le plus d'effet. Et il m'a agréablement surpris. Maintenant, il y a bien sûr, sinon il y a des défauts qui font qu'il est pas, c'est pas lui le Il, qui il sera le a first une année overall de ou quoi. college football, hein, de Mais c'est titulaire, il ça faut en le fait, savoir, il hein. a quand même des les points contre lui, c'est que ben il a starté que sa dernière année senior, donc redshirt junior, je crois techniquement. Mais pour le coup, c'est un mec loyal, hein. Il a pas dans le college football actuel, il a pas transféré pour aller jouer autre part. Il est resté là où il était. Il a attendu sa chance et il l'a eu. Et je trouve qu'il l'a bien saisi parce que tu dis que il a baissé un peu. Maintenant, il faut aussi se rendre compte ce que c'était Alabama cette année. Et avec tout le respect, le run game d'Alabama était tellement inexistant qu'ils ont carrément arrêté de courir et décidé de jouer de la MT 20% du temps. Le nombre de drops de ses receveurs, Oh, catastrophique, ses receveurs c'était catastrophiques cette c'est année. simple, hein, Ouais, ouais. Alabama 2025, c'est le Georgia 2024. Ils ont un nombre de drops et encore une fois, quand je dis des drops, je vous parle pas d'une balle qui est à 3 mètres de hauteur que le receveur touche et qui peut pas attraper, hein. Je parle de balles dans les mains sur des mecs comme des Williams qui sont censés être des first round lock, sur des Jeremy Bernard qui sont pourtant des super joueurs ou sur des gars comme ça. C'était vraiment scandaleux et quand je te dis qu'il a été totalement lâché par son offense sur certains matchs, c'est faut te dire aussi que c'est compliqué, hein, quand tu es QB, que tu pas de run game et qu'une passe sur deux que tu fais, elle est dans les mains, elle est droppée, faut y aller quand même, tu vois? Mais moi, c'est le meilleur bras de la draft. C'est Ça, c'est je sûr. Ouais. je crois que Ça, la 1re passe de 65 cartes que je l'ai vu lancer, je me suis dit: «OK». Alors, il y en a beaucoup qui qui dans le système n'ont pas forcément besoin de lancer pour 65 yards.
C'est aussi pour ça. Il y a quand même cette notion à avoir. C'est pas parce que tu n'as pas lancé 65 cartes que tu n'es pas capable de le faire. Mais Exactement. lui, quand je l'ai vu faire, et encore une fois, je pense que il avait un peu de marge. Tu te dis, ok. Et quand il lance, tu sens qu'il a un bras. C'est le bras le plus puissant de cette draft. Malheureusement, son point noir pour moi, c'est qu'il a que ça. Si jamais vous connaissez un peu le baseball, vous avez un pitcher qui a une fastball à 98 miles à l'heure, 98 miles à l'heure, terrible, il tue tout le monde avec sa fastball, mais il a que sa fastball. Ce qui veut dire que il a énormément du mal à mettre de la touch, ce qu'on appelle de la touch dans la passe, quand il faut lober un peu plus, quand il faut passer au-dessus d'un défenseur, quand il faut enlever un peu, mettre un peu plus de zip et un peu moins de vitesse, quoi que ce soit, c'est très très compliqué. Il a vrai. Et le nombre d'interceptions alors soit qu'il prend, soit qu'il a de la chance de ne pas être intercepté, ou en fait il lance sur le défenseur parce que il a trop confiance en son bras et il envoie une laser en plein milieu Ah, et ça, par contre, les passes laser, elles sont dingues, hein. ah Elles oui, non mais sont, ah là, to c'est vraiment c'est ouais. celui où j'ai le plus eu cette impression avec Chamblis un peu, mais encore une fois j'en parle, mais il sera pas dans cette draft. Mais l'expression qu'ont les Américains, c'est the ball jumps off his hand. Ça veut dire que tu as vraiment cette impression où si jamais tu mettais un micro, moi je sais que quand je lance la balle, quand tu lances une balle, ça s'entend en fait le petit quand tu lances une balle. Lui, je pense que tu le mic'd up, tu entends le fouetté de son poignet en fait. Il a Ouais. un, il a un vrai release qui est hyper rapide, qui est hyper puissant. Et c'est pour ça qu'il est intéressant. Après, il faut se dire aussi que ce mec-là n'a qu'une seule année de starter. Et, Exactement. et quand tu es QB backup à Bama, croyez-moi que pendant la saison, les reps, vous envoyez 0. Mmh. Ce qui veut dire qu'il a vraiment eu qu'une seule année et pas avec le Bama d'il y a 3-4 ans. Il Mmh. a eu avec le Bama de 2025, comme tu l'as dit, qui n'était pas non plus hyper flashy. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec lui. Et là où j'ai mis un moins entre guillemets à Mendoza parce qu'il n'avait pas tout cet aspect un peu pro-style de son système, à l'inverse, Alabama a un système totalement pro-style, ce qui veut dire huddle, variation des tempos, jeu under center, c'est pas du shotgun intégral, modification des jeux sur la ligne, modification de la protection de passe sur la ligne, c'est quelque chose qu'il a fait toute l'année. Donc peut-être qu'il a qu'une seule année, mais tu vois, pour moi, il est beaucoup plus pro-ready que des QB qui ont 4 ans de start derrière eux parce qu'il a été capable de faire ça. Ouais, non, puis il a bossé, tu vois bien que c'est le joueur qui a bossé et tout. Et moi, ce que j'aime chez lui, c'est que quitte à faire, tu le drafts et même si tu le laisses 4-5 matchs, 6 matchs ou jusqu'à la bye week de côté, mais pour qu'il apprenne, ou même 1 an, c'est pas grave. Le Non, c'est mec pas grave. là, c'est pas grave parce qu'il va apprendre et tout. Et le gars, quand il va arriver en NFL, oui, il fera des erreurs comme tout le monde. Mais je pense qu'il peut surprendre assez rapidement quand même les Ouais. gens sur sa façon de faire, quoi. Sa Parce façon que, de faire. parce, que, parce que pour moi, il a un bras NFL. Il a un C'est bras ça. NFL et ça change quand même pas mal de choses. Et Euh, et là, après, il, malgré tout, dans une équipe, même s'il tombe chez une équipe moyenne, il y a quand même une O-line et un jeu de course un peu minimum quand même. On va c'est pas se ça. mentir, toutes les équipes NFL ont minimum un petit jeu de course quand même, ont quand même le top des tackles quand même, Edward descend les meilleurs au monde, hein, même si tu tombes, je dis une bêtise, aux Titans ou n'importe quelle équipe, tu as quand même des mecs solides devant toi. Ben, il peut que apprendre, que progresser, quoi, hein. Ça peut aller très vite, quoi. Après, j'ai un petit point sur lui, c'est que une chose qui m'a surpris, c'est que malgré son bras, en fait, je trouve et je pense qu'il relâche la balle un poil trop vite. Et ce qui fait qu'il a une tendance, les balles ont tendance à être hautes. Et notamment sur tout ce qui est tracé intérieur, tout ce qui est dig, cross. Je trouve qu'il a un peu le problème qu'avait Cam Newton sur ces dernières années. Je sais pas si tu te rappelles. C'est les balles, elles avaient tendance à être très hautes quand il lançait parce qu'il avait un geste qui était, lui aussi avait un bras énorme, mais un geste qui était tellement fouetté, mais qui était pas hyper compact, ce qui fait que son bras lâchait la balle trop tôt. Et en fait, je trouve que sur les tracés intérieurs, Ouais, il finit notamment à pas le geste, mi-distance, quoi. Il finit en pas le fait, c'est geste, ça, il quoi. finit pas le geste, la balle part trop tôt, ce qui veut dire que plutôt que ta trajectoire elle soit au moins du haut vers le bas, mais en fait la trajectoire elle va être du bas vers le haut. Mais avec le bras qu'il a, le problème c'est que la balle ne redescend pas. Ah, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça le problème qu'il a à ne pas savoir enlever un peu de puissance dans sa balle, c'est que bah, quand son geste est pas parfait et qu'il lâche la balle un peu trop tôt, ben la balle, il y a tellement Ouais. de zip et tellement de puissance que la balle ne redescend pas et elle est 1 mètre trop haute. Non, mais il faut qu'il travaille avec AQB, donc
un vrai QB. Il faut qu'il travaille avec un QB générationnel. Voilà, je cherchais le mot. Ouais, Guigui du Flash. Voilà, il faut qu'il travaille un peu avec Guigui et ça ira. même pas forcément générationnel, mais après, tu vois, je trouve qu'il y a pas mal Un mec de. d'expérience, ouais, un bon Oui. quarterback d'expérience qui va lui expliquer. Alors, je vais être honnête Euh, avec toi, hein, tous les QB de cette draft, à part peut-être Mendoza, je pense mmh, qu'ils ont ce besoin-là, et je crois que c'est ce que j'ai mis dans toutes mes conclusions de fiche draft, mmh, c'est que tu as presque aucun QB qui est prêt à starter Day One en NFL aujourd'hui. mmh, Mendoza n'aura pas le choix, même si pour bien moi, évidemment. je pense qu'il aurait bénéficié à avoir une trajectoire, bah, comme tu l'as dit, un peu à la Tyler Shock chez les Saints, Mmh. ce qui veut dire, même si c'est pas un QB vétéran de 10 ans devant, c'est un rattleur, mais Exactement, ça avoir un permet de min- se préparer. c'est ça, avoir 2-3 mois pour t'adapter à la vitesse NFL, au système et tout, avant de Et, rentrer. Tu vois, et- Mendoza ne l'aura pas. Simpson ne l'aura potentiellement pas, en fonction de là où il mmh, va être drafté. bien sûr. Mais tous. Et c'est surtout avoir un QB coach. Et c'est un poste qu'on oublie souvent. Parce que le coach QB, c'est souvent un poste c'est souvent ton cordeau offensif, mine de Mhm. rien, qui prend ce poste. Le poste de QB coach pour les backup QB qui ont besoin de se développer et qui ont besoin de changer des trucs mécaniquement, c'est hyper important. Et surtout le faire soi-même. Tu vois, moi, c'est l'exemple que je prends souvent, c'est Josh Allen. Oui, j'allais en parler. J'allais en parler. Josh Allen est parti chercher un QB coach, je crois que c'est après sa deuxième année. Il a changé sa mécanique, tout a changé. Il est passé d'un QB. Alors, je vais pas dire que c'était un Tim Thibault quand il lançait la balle, hein, mais pas loin non plus. À un des meilleurs lanceurs NFL. Malheureusement, c'est quelque chose qu'il pourra pas faire sur son année rookie parce que tu as tout le process pré-draft et tu peux pas faire ça. Mais bien sûr, bien Donc, sûr. maintenant, tu le fais sit une année, très bien. Tu le fais sit que la moitié de l'année jusqu'à la bye week, ça me dérange pas. Mais comme tu l'as dit, il faut être intelligent sur la manière dont tu le fais et il faut être intelligent sur les attentes que tu mets en lui. Exactement. Ce qui veut dire que il faut pas non plus t'attendre à ce que le mec te fasse gagner 80% de tes matchs et qu'il rentre ton équipe. Alors, faut qu'il rentre ton équipe meilleure, c'est quand même le but. Mais il va pas te faire devenir un Super Bowl contender du jour au lendemain, surtout s'il est drafté dans une équipe qui est un peu plus en difficulté. Donc, à Josh voir. Allen a mis, Josh Allen a mis 2 ans et demi, 3 ans, 3 saisons pour être le C'est Josh ça. Allen de maintenant. Hein. Avant, avant Faut pas l'oublier. Hein. il était beaucoup plus coureur avant, il basait son jeu beaucoup plus sur sa course. Et bizarrement, bah, dès qu'il a changé sa mécanique de passe et que bah, c'est devenu un mec qui tournait pas à 55% de complétion, mais il était plus proche des 70, bah, bizarrement, ton jeu, c'est plus le même. Tout à Et fait. bah, bizarrement, ton pourcentage de victoire, c'est plus le même non plus. Quoi. Alors, bon, on peut revenir sur le fait qu'il y ait quand même beaucoup de turnover malgré toujours. Mais Tout bon. à fait. Tout à fait. Mais Tout à fait. en tout cas, j'aime bien Simpson. En tout cas, j'aime bien Simpson, j'aime bien le prospect et j'aime bien le potentiel, ce qui veut dire ce que tu peux en faire. Même s'il est un peu. J'aime pas trop ce terme undersize parce que les gens se disent ouah, la différence entre 6,4 et 6,2. Les gars, la différence entre 6,4 et 6,2 en centimètres, c'est 5 centimètres. D'accord. Ouais, Un inch, c'est 2,5 centimètres. c'est pas Donc, énorme. vous, déjà, les débats sur la longueur de bras des DN et des tackles, je trouve ça un peu bidon. Parce que Ouais. tu te rends compte qu'il n'y a jamais eu un tackle pro bowler qui a les bras qui font moins de 31 pouces. La différence entre le mec qui était pro bowler qui fait un peu plus de 31 et lui, c'est ça, la longueur de Ouais. bras, tu vois. Ouais, il n'y La, a la- pas. la différence d'un mec dans la poche qui a ça, tu me parles d'un Kyler Murray, d'un Drew Brees qui n'a jamais fait 6 feet, mais qui était plus vers 5,10, Ouais. 5,9, par rapport à un Carson Beck, je veux bien. Mhm. Les 5 centimètres, Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bien pour moi, évidemment. il fait 6,2, il est légèrement plus petit que la plupart des autres prospects de cette année, mais ça n'a pas tant d'impact que ça. Bien sûr. OK, très bien. On va passer au prochain quarterback où là, on va dire, oh tiens, je vais le dire carrément, j'ai une pensée pour mon petit Loxy, qui l'adule et qui Ah, voudrait encore avoir un nouveau quarterback dans sa room en tant que fan des Browns. Mais non, lui, il était attendu quand même très, très haut. Bon, il s'est blessé cette année, mais Drew Allard, de Penn State était attendu comme un quarterback, vraiment, que tout le monde attendait cette année en college football. Bon, bah, voilà, moi, en fait, c'est les quarterbacks qui m'énervent, ça. En fait, c'est les quarterbacks où tu as l'impression qu'ils bossent pas pendant les camps d'été. Tu as l'impression qu'ils bossent jamais, en fait. Tu as l'impression que c'est toujours le même niveau, tout le temps. Il a été, pour moi, de sa carrière de college football, ça a toujours été, ça a ah, été tout droit. ça Il a n'y a été pas eu plat. d'évolution. Il n'y a Ça a pas eu été plat. d'évolution. Il n'y Ah, a pas eu un moment où il a monté, un moment où il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça me frustre, quoi, des quarterbacks comme ça. Parce que tu te dis, ça se trouve, il est au max du max et il fera pas mieux, quoi. Donc, je sais ouais. pas. Je te Je le- vais, je vais être honnête avec toi, Drew Allard, c'est quelqu'un. J'en ai beaucoup parlé avec Ryan avant le début de saison. Et c'est un mec que j'avais vu
vraiment pour la première fois sur le Big Ten Championship Game contre Oregon l'année dernière. Et d'ailleurs, vous regarderez sur la TT palette que je fais, il y a beaucoup de clips que je prends Ouais, de ce match-là. il est sauvé par Tyler Warren, hein, tout le match, hein, mais bon, bref. Oui, mais sur le fait est que Ryan et moi, on en a parlé pendant la off-season, et je te jure, lui et moi, on se dit la même chose. On se dit, en fait, il y a quelque chose qui me dérange en Drew Allard, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et vraiment, tous les deux, on se dit ça, tu vois. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi, on va faire un truc sérieux. Je vais vraiment poser sur son cas. Donc vraiment, j'ai regardé les matchs de 2024. Je vais aller regarder le match de USC, les trucs comme ça. Et c'est ça qui me fait marrer. Et je vais taper sur personne en particulier ou quoi que ce soit. Je comprends qu'on puisse aimer le potentiel de Drew Allard. Mais qu'on vienne me dire, après la saison 2024, Drew Allard, c'est un top prospect. Drew Allard, c'était le first overall s'il n'était pas revenu à Penn State. C'est une blague monumentale. Ce qui veut dire que si vous arrêtez de regarder la box score qui déjà n'a jamais été terrible de la part de Drew Allard, si vous le regardez sur un terrain et vous me dites que ça c'est votre first overall juste en me montrant le terrain. Si tu me dis il fait 6-5, il a un énorme bras, il a du potentiel, oui, il est jeune, oui. Mais si avec ce qu'il montre sur le terrain, tu me dis que c'est ton first overall, et je vais être brutal en disant ça, je ne peux pas parler football avec toi. Et j'ai vu des mecs aux États-Unis, hein, des scouts qui me disent, mais et tu vois que bizarrement, Drew Allard, il a commencé à chuter Ouais, au fur et à mesure. Plus les gens se sont mis sur son cas, plus les gens ont vu que c'était un pitre. ap- Désolé de parler comme ça. Mais ap- tu vois, même si tu me dis 2024, je me suis posé sur 2024. D'accord. Le meilleur match de Drew Allard en 2024, c'est son match contre USC. Le match où il gagne en prolongation 33-30. D'accord. Il finit à 2 TD, 3 interceptions. ouais. Non, Et il a mais lancé 50 passes dans le match. alors, on va quand même, voilà, on en parle parce qu'on est assez d'accord sur le point de vue du joueur. Après, bon, il était blessé sa dernière saison. Il est blessé assez tôt dans la saison, quatrième ou cinquième match, je crois, si je me trompe pas, de la saison. Euh, Contre Oregon, c'est le 4e match. Non, il fait 6 matchs. Il fait la moitié de l'année. 6 matchs, il fait la moitié de l'année. Bon, Ouais. la moitié de l'année, sur son début d'année, il n'est pas flamboyant. Peut-être qu'en fin d'année, il aurait peut-être progressé, je ne sais pas. Mais voilà. Moi, sur ce que j'ai vu en college football, peut-être qu'il va progresser. Peut-être Oui, pas, j'en sais rien. Mais l'avantage, c'est qu'il est très jeune. Mais l'inconvénient, c'est que moi, quand tu es en college football, que tu progresses pas ta première, ta deuxième année, je vais encore bien. Troisième année, pourquoi pas. Par contre, la quatrième année, tu es vraiment un joueur solide en college football, là, par contre, tu dois exploser. Si vraiment tu as un talent pur, tu es vraiment fort, tu dois exploser. Je ne dis pas que tu dois être le numéro 1 de la draft, mais tu dois exploser et tu dois montrer quelque chose. Tu dois être au moins montrer ta valeur, que tu dois être pris dans les 2 premiers tours. Moi, Drew là, tu m'excuseras, mais ça a jamais été il n'a jamais été, moi, dans mes 2 premiers tours de draft, même s'il avait fait toute la saison complète au niveau où il a joué en début de saison. Jamais de la vie. Moi, jamais de la vie. Quoi. ah, Là-dessus, c'est mon avis après, perso. Hein. ah non, mais bah, de toute façon, Joe, tu sais que je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est surtout que, enfin, franchement, quand j'ai fait ma vidéo, quand j'ai fait ma TT palette, Mm. des fois, je mélange les clips et des fois, je vais mettre des images de 2024, 2025, 2024. Et après, tu sais, je réfléchis, je me dis, ça se peut, j'ai été trop méchant avec lui. J'ai regardé son combine, effectivement, où le problème mécanique que je notais, où il a son pied qui est hyper fermé. Et tu vois sur les images que je montre, tu l'as regardé la TT palette, je pense, Ouais, Joe. bien sûr, bien sûr, bien Tu, sûr. tu vois le pied, comment il est vraiment fermé, il ferme ça. Je me dis, ok, il l'a pas fait au combine. Mais au combine, il n'y avait pas de pression, il était en short et il était avec Exact. un receveur C'est, sans dB, tu vois. C'est pour ça que je mets pas vraiment de poids sur un combine. Et encore moins un pro day. Mais je me dis, j'ai vu le combat et je me dis, ok, il l'a pas fait, ça se peut, j'ai été méchant. Ça se peut, en fait, en 2025, il avait progressé à l'intersaison. Et quand peut-être. je regarde mes vidéos, je fais, bah non, en fait, la moitié de mes vidéos, elles sont sur ces matchs de 2025 et le problème, il y est toujours. Les problèmes de process, les problèmes de lecture des blitz, les problèmes de ci, de ça, ils y sont en 2025. Et je vais peut-être te faire plaisir, Joe, avant que je tape sur Klubnik juste après. Mais On va y venir, t'inquiète pas, on on va va y y venir, venir après. On va forcément. y venir après. Mais les offenses de Clemson et de Penn State, en regardant Klubnik et Allard, m'ont paru similaires dans le sens où elles sont très ce que j'appelle gimmicky. Ce qui veut dire que tu vas avoir beaucoup de formations, beaucoup de jeux un peu en trick play parce que ton offense, elle a tellement de mal que tu es obligé d'aller chercher un avantage sur quelque chose de supplémentaire. Donc tu vas mettre beaucoup de up beaucoup de no huddle, beaucoup de jeux très très rapides, beaucoup de formations particulières avec ton tackle qui se retrouve à bloquer à l'extérieur sur une screen, avec vraiment des trucs comme ça. Et je trouve que personnellement,
Drew Allard a été victime du système du corridor offensif de Penn State ces 2 dernières années, qui ne lui a pas permis de se développer correctement. Parce que, et je vais quand même pas faire que lui taper dessus, il faut quand même qu'on présente des Non, gars et qu'on. tout à Mais fait. je pense qu'il a, encore une fois, je pense qu'il a le potentiel physique pour faire quelque chose. Maintenant, comme tu l'as dit, on parlait de développement. Le développement à Penn State dans cette offense en tant que QB, c'est très compliqué. Et même si je pense qu'il lui avait réglé ses problèmes mécaniques, ce qui est physiquement déjà compliqué parce que tu sens que ça coince un peu, je sais même pas si ça aurait suffi. Donc là, tu vois les stats. Les stats, c'est sur, allez, tu sais quoi, on va dire 5 matchs et demi. Ouais, Parce qu'il se 1100 blesse yards. pendant le 6e match. Ça veut dire que tu es à peine en 5 matchs. C'est-à-dire que tu es à peine 200 yards. C'est ça. À peine 200 yards, un peu plus d'un TD par match, en sachant que déjà contre Oregon, il met un TD où c'est une fly sweep où il jette la balle Puis juste devant lui comme ça. puis il faut Ça- voir contre qui ils ont joué avant, Penn State Ouais. aussi, hein, dans le Ah, ils ont calendrier, hein. commencé ils sont Ils a comme tout le monde, tu vois. Ils commencent ils la saison contre non qui? mais non Contre mais je crois qu'ils ont Villanova, contre non mais je crois que Florida. cette année, c'était presque un sketch, hein, parce qu'ils avaient, je crois, les 5 premiers matchs où c'était, quasiment que Non, des cupcakes, hein, je crois, hein, si je me alors trompe pas, il y ou avait les 4 Oregon premiers dedans, donc matchs. t'es gentil. Oui, Mais non mais, je parle des 4 premiers matchs, pardon, je parle pas du non, ils avaient. 5e, Attends, mais parce que je l'ai sous les yeux, mais je sais qu'ils avaient commencé la saison avec Villanova, avec. Attends, je me mets dessus. Ils commencent Nevada, Florida International, Villanova. Après, ils ont Oregon. Et après, effectivement, ils ont UCLA, Northwestern. tu vois? Alors, Ah, tu vois, ouais. Northwestern et UCLA font un milieu de saison qui Ouais. sont surprenants. Mais Ils quand perdent même, à UCLA en plus, ils perdent à oui, ils perdent à UCLA. UCLA, qui était le début du renouveau du UCLA a Exactement, commencé là. exactement. Mais Drew Allard était pas là, on va pas lui tomber dessus, il était pas là, hein, Si, il était là sur ce Si, il match. était là? C'est Contre contre North, UCLA? c'est le match contre Northwestern qui se blesse, c'est le match d'après. Ah Ouais. d'accord, ah bah en plus il était Donc là, non, ouais, non, d'accord, OK. il perd ce match. Et donc voilà, je trouve qu'il y a trop. En fait, il a trop de limitations. Alors, j'irai pas jusqu'à dire pour moi, il mérite pas d'être drafté. Non, non, Alors, bah non, alors, non, non, parce que je pense que le potentiel physique et âge va forcément attirer des gens et forcément intéressant. Malheureusement, tu sais que tous les coaching staff, ils ont cette mentalité du ouais, mais nous, on va pouvoir en faire quelque chose. c'est Tu ça. vois, malheureusement, l'histoire prouve que, comme dirait Thomas Njigel, mais je ferai pas l'accent. L'histoire prouve que malheureusement, c'est pas le cas et que les coaching staff n'ont pas forcément le temps. Donc, pour moi, il a trop de défauts Et mais pour ça vient que. il y a tout n'est pas, moi je l'impacte aussi, et tu l'as bien dit à un moment dans tes propos, je l'impacte à lui aussi, mais je l'impacte aussi au coaching staff. Oui, Parce que le coaching staff, à un moment donné, si ton joueur progresse pas, et ben, à un moment donné, c'est que aussi ça peut venir de toi, hein, ah de bah, surtout qu'à Penn State, on va dire qu'ils ont aussi un track record ouais, de QB qui ont des gros potentiels, qui en branlent pas une. Donc oui, bien exactement. sûr. Et comme je t'ai dit, ces 2 dernières saisons, que ce soit le fait d'avoir James Franklin ou Kotelnicki en cordeau offensif, l'a pas aidé. Mais pour moi, si jamais tu te mets dans une logique front office, jamais je mets moins qu'un 6e tour. Pour moi, Ouais, Drew Allard, c'est 2e moitié de 3e jour. Ce qui ouais. veut dire que c'est 6e ou 7e tour. Jamais je mets un truc avant. Maintenant, Il y a une le équipe qui problème, pourra le chercher au 4 quoi, bien au sûr, mais 4-5 le quoi. problème qu'on a, c'est que, enfin, le problème qu'on a, non, on s'en fout dans ce sens-là, mais tu as des équipes qui voient les projets et on en parle souvent, ce fameux 2e, 3e tour là depuis 2-3 ans, où tu as les équipes qui vont prendre leur projet, leur chouchou, ils vont les prendre au 2e, 3e tour parce qu'ils les veulent maintenant, ils en ont marre de se les faire piquer sous le nez plus tard. Ils viennent prendre des gros projets au 2e, 3e tour. Je vois bien une équipe craquer totalement, tu sais, un interview qui s'est grave bien passé, ou un ancien coach de Penn State qui est dans tel coaching staff NFL qui le connaît et tout. Pourquoi pas? Mais tu te dis, ok, je vais le drafter au 2e, mais quand est-ce que je le fais jouer? Quand est-ce que je suis en mesure de mettre Drew Allard sur un terrain et de me dire, ben, on va réussir à gagner un match avec, quoi? Tu vois? Moi, je sens la dinguerie d'une franchise que tu n'aimes pas, qui est dans ta division en NFL. Je sens les Bucks faire la dinguerie. Je sens les Bucks faire une dinguerie. Oh, un Drew Allard, bah tu vois, ils ont encore Kyle Trask ou ils l'ont viré? Je crois qu'ils l'ont encore, mais non, non, je crois pas. Non, je sais plus. Je dirais une Bah tu bêtise. vois, bah tu sais quoi, regarde, on va être honnête. Je vais aller sur la depth chart, on va aller regarder qui est-ce qu'ils ont. Après, tu peux te dire, en sachant que tu as Mayfield et que Mayfield, pendant quelques années, tu te dis, bon, ok, Exactement, c'est mais pas trop déconnant. ça serait pas Maintenant, ridicule. Mm, mm. oui, bah après, puis en Il plus, peut moi j'ai un apprendre. karma assez Il peut phénoménal apprendre. sur les choses comme ça, donc il y a moyen que
il y a moyen que je lui chie dessus pendant 2 ans et qu'après il pourrisse les Saints pendant 10 ans, tu vois. C'est forcément, j'ai un karma qui est comme ça, donc ça m'étonnerait pas. Mais qui est-ce que non, ils ont. Alors pour le coup, vu qu'ils ont, il ferait mieux d'aller chercher Drew Allard parce qu'ils ont Jake Browning Ah oui, oui, qui a Jack monté avec Browning, les ouais. Bengals OK. quand Burrow était blessé Ouais. et Mmh. bon, c'est pas non plus Ouais, bon. les meilleurs backups de la ligue, quoi. Exactement, exactement. Bref, bon, on a été assez clair sur Drew Allard, voilà, c'est pas notre chouchou, on va le dire clairement. Le pauvre, il y est pour rien, hein, du moins, du moins lui, voilà, Oui. il a fait son truc, mais bon, bref. On va passer au suivant. Et alors lui, on l'a comparé à tout. Non, pas, c'est pas encore lui, pardon. Carson Beck, le finaliste, ancien quarterback de Georgia et maintenant des Miami Hurricanes. J'étais le premier à pas être un grand fan de Carson Beck. Je suis encore pas un grand fan de Carson Beck, mais il a fait quand même une bonne saison à Miami. On va pas lui ôter. Les stats sont là. C'est là, il a fait des trucs. Voilà. Par contre, il a fait Excuse. d'autres trucs. Il n'y a pas de souci. Par contre, il a fait d'autres choses par moment. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Voilà, c'est pas le bras le plus élite, je pense, des quarterbacks qui Ouais. se présentent. Mais par contre, si tu le mets dans un système où il peut prendre le temps d'analyser le terrain, je pense que ça peut être un bon quarterback en NFL. Mais il y a quand même du travail quand même dessus et sur lui, je veux dire, il y a quand même du travail sur lui. Mais voilà, je vais pas non plus l'enterrer parce que je pense que Carson Beck, il était à Georgia, il a été à Miami. Et on va pas lui ôter ce qu'il a fait quand même, parce qu'il a quand même Miami, si bon, au final, il y est aussi un peu pour quelque chose aussi, on va pas se mentir, Oui. hein. Voilà, donc on va pas tout lui ôter. Mais Carson Beck, moi, quand je parle d'un joueur qui me donne des frissons, lui, il m'en donne pas, quoi. Tu vois, par exemple, non plus. Ah, Tu c'est vois. vrai que Carson Beck n'a jamais été le joueur le plus flashy qui existe, si ce n'est dans sa vie privée et ses choix de partenaires. Mais Allez voir sur les réseaux sociaux. alors, on passe le bonjour bien entendu aux sœurs Cavinder. Mais Carson Beck en soi, je vais être honnête avec toi, tout le monde a, je pense, eu un préjugé ou un a priori un peu négatif sur Beck. Quand tu te plonges sur ses tapes, eh ben c'est pas si dégueulasse que ça. Mais, parce que forcément il y a un mais, euh, si tu fais du flag ou si tu es au combine, c'est très bien. Dans le sens où si le football se jouait sans pression défensive, je prends Carson Beck au premier tour, j'ai aucun problème. Mais le problème, c'est que il y a la pression défensive. Et je te jure, la moitié de ces dropbacks quand il y a de la pression, et des fois même quand il n'y en a pas physiquement, ce qui veut dire que si la défense montre une pression et drop en coverage, et ben sa mécanique, c'est comme s'il avait 7 mecs qui le rushaient sur la gueule. C'est terrifiant. Il se retrouve avec un pas de recul à la Philip Rivers. Tu te rappelles ce drop back où tu as l'impression de voir Johnny Unitas dans les années 60 qui recule comme ça? Je te jure, j'étais halluciné quand Big 2025 Bah, t'as joue un. l'impression qu'il va tomber, quoi. T'as l'impression qu'il va Non, mais tomber, clairement. il fait un drop back, cousin. Pourquoi tu t'es joueur de football quand même? T'es pas. Mais quand il est dans le rythme, quand il a pas de pression, alors encore une fois, quand tu as des systèmes rapides, quand tu as des lectures tout de suite, c'est un gars qui est relatif, moi j'ai trouvé précis. C'est un mec qui est précis sur ses premières, deuxièmes lectures. Maintenant, si jamais tu lui mets de la pression, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Il a une précision qui devient un peu plus aléatoire. Il a une deep ball que je déteste parce que j'ai l'impression de voir Queen Ewers. Dans le sens où c'est l'un des seuls joueurs où j'ai vu quand il lance une deep ball, la balle elle disparaît de l'écran tellement il met d'air dedans. Et tu vois Ah la balle, ouais, elle mais part avec cet angle-là. Je pense c'est que ouf. Artemis, quand elle a C'est ouf. décollé il y a 2 jours, il n'y avait pas autant d'angles Non, non, mais c'est dans le ouf. départ. Et en fait, C'est le ouf. problème, c'est que même quand son receveur il a l'avantage, alors on dit souvent, mets de l'air dans la balle, comme ça laisse le temps à ton receveur de Ah bah lui. s'ajuster. Le problème, c'est que lui, il en met tellement que le DB aussi a le temps de s'ajuster. Et Mais on l'a il vu en prend. finale, hein. On l'a vu en finale, hein. Alors celle en finale, elle est. Après, t'es sur. Bon, je dis, Oui, t'es en elle fin de m'énerve. match, Mais machin, bien non, évidemment. c'est surtout la Là, lecture qui m'énerve parce que la ouais. lecture, t'es à 3 contre 3 de l'autre côté. Mmh, mmh, Pré-snap, mmh. t'es à 1 contre 2 à ta gauche. Post-snap, t'es à 1 contre 2 à ta gauche et tu lances ça alors que le safety, tu le vois shade de ce côté-là. Ouais, ouais. Prends un risque de l'autre côté à 1 contre 1 ou à 3 contre 3. Excuse-moi, mais à aucun moment tu lances ça, quoi. Ah oui, oui. Mais après, il y a quand même pas mal de discussions qui ont eu lieu pendant les playoffs où je sais qu'il a pas lancé beaucoup de passes.
et où tout le monde a dit ouais, en gros, Miami, ils essayent de cacher Carson Beck, de gagner sans lui donner trop la balle et tout. C'est pas faux non plus, mais après, tu as un run game qui fonctionne. Exactement, il faut l'utiliser. Et surtout, ce que j'ai trouvé un peu dommage pour eux, ça s'est senti à la fin, c'est qu'ils ont une attaque qui est devenue beaucoup trop Tony centrée, ce qui veut dire que tout passait par Tony. Et au bout d'un moment, ils n'avaient pas forcément d'autres menaces que la défense respectait. Et ce qui fait que ça limite tes options. Alors que pour moi, ils avaient un corps de receveurs qui était totalement potable et totalement méritant d'aller en finale nationale. Mais maintenant, la prise de décision de Carson Beck, les 12 interceptions, tous les matchs qu'ils perdent, ils perdent 4 matchs du coup dans l'année ou 3. Tous les Ouais, matchs qu'ils 3, je perdent, crois. C'est de tous les sa matchs faute. tous les matchs, pas forcément de sa faute surtout, mais Mais non, mais c'est lui qui fait l'inter pas au bon moment, quoi. voilà, Voilà. non, surtout toutes les défaites se clôturent sur Ouais, une interception de Carson Beck. c'est Donc ça. ce qui veut dire que le facteur clutch, t'es sur du moins quand tu fais un scouting. C'est problématique quand tu essayes de voir le niveau supérieur où tu te dis s'il y a de la pression, il se détériore, il est pas clutch, il est pas forcément hyper athlétique. Lui aussi, tu te dis ouais, Carson Beck il court un peu. Le TD qu'il met contre Ole Miss en demi-finale quand il va gagner le match là, très bien l'athlétisme. Puis tu vois le match contre Louisville qui a une défense qui est hyper agressive, qui vole de partout et tout. Il a jamais passé la ligne de scrimmage. Ouais. Il était incapable parce que. Et là, tu te retrouves avec des mecs qui ont l'athlétisme de défenseur NFL. Il a été incapable de gagner quoi que ce soit. Et surtout, quand il est hors de sa poche, il a du mal à trouver ses gars. Des fois, il préfère courir alors qu'il n'a pas un athlétisme de ouf. Il a un mec qui est tout seul devant lui qui lui fait ça. Il se dit non, attends, je suis un mec athlétique, je me tape une sur Cavinder, je vais courir. Et non. Et il se fait saquer comme un con. Donc voilà. Si je vais être honnête, si tu le mets un peu dans un système comme ce qu'a Brock Purdy Aux 49ers, ce serait 49ers, parfait. je pense Ouais, qu'il peut faire quelque chose. En sachant exactement. qu'il est peut-être un peu plus vieux et qu'il n'a pas tant d'années que ça pour se développer, mais Mm. il y a potentiellement quelque chose à en faire et tu peux lui permettre de venir au niveau où Ouais, tu l'attends. puis de prendre confiance, tout simplement, hein, de prendre confiance en lui et de pouvoir donner les ballons, de distribuer. Parce que question de ça, par contre, question de distribuer sur les petites passes, les petites screens, tout ça, c'est parfait. Hein, c'est vraiment. Et C'est, surtout, c'est- il, alors, est, il est très bon dans ce qu'il fait, hein, mais le problème, c'est comme tu dis, c'est quand il prend la pression. Là, en fait, il a la lecture, il voit que ça peut venir. Et en fait, c'est comme s'il prenait peur ou c'est qu'il perd tous ses moyens. En fait, il se débarrasse de la balle, en gros. Et le problème, si tu te débarrasses de la balle, mais que tu l'envoies, je vais dire, 5 mètres avant que ton receveur ait fini son tracé, à un moment donné, c'est compliqué, quoi. Tu vois, je parlais du match de Louisville, je crois que c'est le match où il prend 3 ou 4 interceptions avant la mi-temps. ouais. Tu regardes les interceptions, elles sont désastreuses. Alors, il y en a une qui a un énorme play d'un backer qui joue genre le hall en Tampa 2, qui se retourne, qui va chercher. Le play est incroyable de la part du backer de Louisville. Hein. Mais encore une fois, tu en reviens au fait il y a des problèmes de lecture des safety. Il a du mal à manipuler sa défense. Le fond du terrain, c'est compliqué pour lui, quoi. Le fond du terrain adverse, c'est vraiment compliqué à analyser pour lui, quoi. C'est vraiment compliqué pour lui. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, à tes souhaits. Merci. Même si vous l'avez pas entendu, il a coupé son Oui, micro. Il est j'ai- professionnel. Il est professionnel, messieurs. je voulais pas vous crever un tympan gratuitement. Très bien. Bon, on a été sur Carson Beck, voilà. Mais Carson Beck, on n'est pas tout négatif sur lui. Il y a quand même un Non, potentiel, il y a quand même quelque chose qui il y a quelque peut chose. emmener en NFL. Moi, tu vois, je sais plus ce que j'ai dit exactement sur la fiche, mais tu vois, un fin de troisième tour, début de quatrième sur Carson Beck, Mm. je trouve pas ça déconnant. J'aurais du mal à aller sur les 2 premiers tours, je pense. Bien sûr. Mais tu vois, on en parlait de ces fameux pics de troisième tour là où tu vas chercher un petit projet où tu as déjà un bon QB qui est devant, tu cherches un backup, Bah, tu tu vois, as, moi, un derrière, vieux dans ta room, tu vas prendre un jeune, tu vois, ça me dérange. Enfin, un jeune. tu vois, Relativement, ça me derrière, dérangerait pas, tu vois. moi, tu vois, derrière un Dak Prescott à Dallas, Oui. tu vois, ça me choquerait pas, quoi. Tu vois, par exemple, ça me choquerait pas. Au troisième jour, ça me choquerait pas. Parce que il va apprendre en plus et tout ça. Et je me dis, c'est pas déconnant, Dak Prescott peut se blesser aussi de temps en temps parce qu'il a un jeu quand même parfois où il va au contact et tout. Si tu le fais rentrer, en plus, les Cowboys sont connus quand même pour avoir une des O-line assez solide quand même. Donc derrière, ça lui permettrait
d'avoir un peu confiance en lui et de prendre confiance en lui. Et il y a des bons receveurs en plus, donc Aussi, oui. ça pourrait aider. Donc voilà. Et surtout que L'idée est comme ça. la Dallas a deux choix de premier tour, hein. Donc Exactement. ce qui veut dire que Exactement. si tu prends du top player, et pas forcément offensif, hein, Mmh, bien mais sûr. si tu prends du top player, tu as quand même 2 first round picks. Mmh. J'espère très honnêtement qu'un des deux sera pas Carson Beck, si c'est dans ce cas-là, mais Mmh. si tu es une équipe avec 2 first round picks, que tu viens prendre un backup là, tu peux te mettre de sacrées armes autour de toi. Donc Exactement. ouais, à voir. En sachant qu'en plus tu as donc, le receveur, comment il s'appelle? CeeDee Lamb? CeeDee Lamb et que tu as tagué en plus, Pickens, tu es sûr d'avoir Ouais. Pickens au moins 1 an encore, donc du coup tu as 2 Mmh. super wide receivers déjà pour ta première année. Même à l'entraînement, c'est pas dégueulasse quoi, déjà rien que pour Ouais, progresser ouais. déjà, donc voilà. Mmh. Bref, on avance, c'était la petite aparté, voilà, moi c'était, on va dire un focus, Cowboys. On verra si c'est le cas. S'ils tombent là-bas, Kevin, ils l'auront entendu en premier chez nous. C'est ça, c'est comme sur Skyrock. Vous l'avez entendu ici en premier sur Skyrock. C'est pareil. Exactement, Voilà. exactement. Allez, on enchaîne. Et là, on va parler vraiment du mec qui n'a pas laissé indifférent toute la saison de college football. On va pas lui ôter ce qu'il a fait. Il l'a fait très bien. Il a ses défauts, il a ses qualités. Mais c'est un vrai joueur de football. C'est un mec qui aime le football. Alors, avec tout ce qui se passe hors football aussi, dans la rue, dans la vie, il est un peu pareil que sur le terrain. C'est Diego Pavia. Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas l'image comme nous, mais Diego Pavia, on ne peut pas être insensible à Diego Pavia. Que t'aimes pas, Oui. mais tu peux pas être insensible. Moi, j'ai aimé parce que voilà. Alors, le comparer à Johnny Manziel, fallait pas non plus. Johnny Manziel, il l'a adoré et il l'a même été le Mmh. voir jouer et tout. C'était très bien pour lui. Ça l'a mis en valeur et tout. Mais faut pas oublier que Vanderbilt, ce qu'était Vanderbilt il y a quelques années, est ce qu'est devenu Vanderbilt maintenant, avec un bon head coach aussi, hein, un bon coach, hein, bien Clarky, évidemment, ouais. mais avec un Diego Pavia qui a su progresser aussi et qui a montré un peu son talent. Alors oui, bah, il est petit, oui, ça sera sans doute pas un quarterback qui pourra faire une grande carrière NFL et encore peut-être en backup, pourquoi pas, mais c'est un quarterback quand même qui ne reste pas insensible. Mais voilà, il a de grandes limitations quand même. Voilà, c'est ce qu'on aime dans le college football, c'est ces quarterbacks-là dans le college football, ça marche. En Ouais. NFL, c'est encore une autre histoire, quoi. Voilà. C'est ça. Moi, tu vois, je les ai classés par tiers. Pour moi, il est dans le même tiers que Heinz King. Parce que pour moi, c'est deux mêmes profils. Il y a des choses que tu peux pas lui enlever. Et ce que les Américains appellent les intangibles. Ce qui veut dire, c'est les choses qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas quantifiables et que tu as ou que tu n'as pas. C'est un football player. D'accord? C'est un gagnant. C'est un mec qui est mort de faim. C'est un mec que, quand tu entends tout le monde parler du programme de Vanderbilt, c'est un mec pour qui ses coéquipiers mourraient sur le terrain. Exactement. Et ça, tu peux pas lui enlever. Maintenant, pour moi, il a un physique qui est compliqué pour la NFL. Alors, tu as des Kyler Murray, des Drew Brees qui ont réussi, je veux bien. Ouais, mais là, Heu, c'est autre chose quand même, hein. Drew C'est pas Drew pareil, Brees hein. mécaniquement, c'était, Sports Science, ils ont fait des épisodes sur lui. La mécanique était, c'est de l'horlogerie allemande, hein, d'accord? L'horlogerie suisse, pardon. C'est précis au poil de cul, il y a rien qui bouge, le geste, il est toujours le même, c'est tout ce que voilà. Pavia, la mécanique, elle est très compliquée. Ah, Il lance une out à 10 yards, tu as l'impression qu'il y a tout son corps qui y va, qu'il lance une balle à 60 yards alors que c'est une out à 10. Il a je sais que dans cette nouvelle mécanique, tu as pas mal de QB, bah, un peu comme, qu'est-ce que j'ai regardé là? J'ai vu que Robertson le fait, j'ai vu que d'autres QB le font. Cette nouvelle mécanique avec le pied qui reste un peu comme, Dylan Raiola, par exemple. Je sais que Raiola, c'est celui qui est le plus prononcé là-dessus. Il a le pied arrière, en fait, qui ne vient pas devant pour faire balancier, mais qui reste derrière. Et je sais que lui, il l'a, mais encore plus prononcé. Il y a vraiment tout le corps qui part. C'est bizarre. Et surtout, je trouve qu'il a pas le bras le plus puissant. Alors oui, oui, il va envoyer t'envoies des balles à 50, 55 yards. Oui, mais encore une fois, je vais être honnête avec toi, si t'envoies pas à 55 yards, t'es jamais starter non, mais en bien college évidemment, football. bien évidemment. Si tu as mon bras et que tu es limité à On va 35 yards, t'as même pas ta place en ELF. Donc tu peux le drafter, même si je vais être honnête avec toi, j'ai du mal à le voir drafter. mmh, Hem, mais c'est, je pense, le QB avec Heinz King pour moi, ce genre de QB où sur les 32 franchises, tu vas peut-être avoir 2 situations qui sont bien pour toi
Et les 30 autres, bah, malheureusement, c'est la fin de ta carrière, tu vois. Je vais pas les taper sur une franchise ou une autre parce que j'ai mes cibles. Non, mais bien sûr, bien sûr. Quand il s'agit de cimetière à QB, t'inquiète pas que j'ai mes cibles. Mais bon, je leur laisse un peu de répit pour aujourd'hui. Je vais pas les name drop. Mais On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. oui, voilà, on n'est pas Attends la là. draft, on On attend est la pas là. draft. Voilà, c'est ça. Par contre, le soir de la draft, il y aura beaucoup moins de filtres. Ça va pas être le même délire, hein, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, soyez là parce que ça va encore être légendaire, je pense, sur TTP. Ça va encore être très drôle. Exactement. Mais non, je pense qu'il a besoin de. Je pense qu'il y a besoin de tellement de choses autour de lui, que ce soit le système, que ce soit l'encadrement, que ce soit le coaching, que ce soit même le changement mécanique. Est-ce qu'il a les capacités physiques pour changer mécaniquement? Ça, j'ai encore plus de doutes. Un peu comme Droualard, je me demande si c'est vraiment possible de le changer. Donc, c'est un mec, tu sais, c'est toujours la belle histoire où tu sais que s'il est drafté, son QB va être blessé. Il va, tu sais, un peu comme Baker Mayfield qui avait gagné alors qu'il avait appris le playbook avec les Rams. Tu sais, quand Ouais, il a bien appris le sûr. playbook dans Ouais. l'avion, il arrive 2 Dans jours l'avion, après, ouais. il gagne un Thursday Night Football, je crois. Ouais. C'est le mec qui va être capable de ce genre d'histoire, très clairement. Mais si on parle de carrière prolongée ou de carrière, même une carrière standard en NFL, hein, tu sais, les carrières, c'est quoi? C'est 3 ans et demi, je crois, ou un truc comme ça, la carrière moyenne. Je doute. Honnêtement, je vois vraiment sa carrière comme ça, où il va avoir une belle histoire, avec un moment incroyable qui a l'image de sa carrière de college football, mais sans plus. Moi, je vais le dire clairement, hein, j'espère qu'il sera drafté pour lui parce que tout ce qu'il a donné, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse découvrir le documentaire sur Netflix où ils sont filmés, c'est toutes les équipes de SEC et lui est dedans. Et voilà, à 5 heures du matin, maintenant, il savait qu'il arrivait à la salle de gym à 5 heures. La porte avant elle était fermée au début qu'il arrivait dans le programme. Maintenant, il la laissé tout le temps ouverte parce qu'il savait qu'il arrivait à 5 heures et tout, machin. Bref, c'est quand même un bosseur. Oui. Et je pense qu'on lui a dit plusieurs fois que tu n'auras jamais une carrière. Et, Et c'est un mec qui s'est nourri de ça. Alors après, par contre, c'est le mec le bon vivant. Hein. Dans le vestiaire, je pense que ça peut être le bon coéquipier, ça peut être la bonne patte, ça peut être le mec. Tu vois, on parle souvent de James Winston oui. qui fout la bonne ambiance dans le vestiaire. Un Diego Pavia peut être une carrière NFL que pour ça, on va dire. Mm. Parce que bah, dans le groupe, tu sais qu'il est là. À l'entraînement, tu sais qu'il ne manquera jamais. Il sera toujours présent, il sera toujours là. Par contre, voilà, on va pas se mentir. Comme tu dis, il aura peut-être à un moment donné un match où ça va lui changer sa carrière. Bah, tant mieux pour lui. Mais voilà, on va pas vous vendre du rêve. Diego Pavia, moi, je l'ai aimé en college football. Je garderai vraiment ce que j'ai gardé en college football avec lui. S'il a une chance de starter en NFL, bah, je regarderai son match parce que ça me fera plaisir de le voir. Mais ça sera très, très compliqué. Alors après, peut-être qu'il arrivera, hein, je ne sais pas. Mais je lui souhaite le meilleur. Mais là, sur ce qu'on sait aujourd'hui de Diego Pavia, ça peut être très compliqué, quoi. Ça peut être très Et compliqué. puis, c'est même pas forcément que son jeu, c'est malheureusement, c'est aussi la mentalité des franchises NFL. Exactement, C'est exactement. nous, on dit ça parce que, encore une fois, moi j'ai une franchise, bah, potentiellement que je draft pas via, tu vois. Si moi j'en ai une, mais le business qu'est la NFL, on, on a maintenant quand même pas mal d'années de, de, de- de dossiers qui nous font dire que c'est pas vraiment le profil de QB qu'on recherche en NFL. Et Tout comme à je te fait. dis, il a une fenêtre de carrière qui est très limitée. Mm. Un Tyson Hill parce que Au c'est Saints. l'exemple le meilleur qu'on ait dans les 10-15 dernières années, à Green Bay, déjà, qui se souvient que Tyson Hill avant les Saints, c'était à Green Bay? Ouais, bien sûr, bien Pas sûr. grand monde. Bien sûr, pas Et grand Green monde. Bay n'en a pas fait. C'est Mm. un mec qui était injury prone, qui a jamais fini une saison à BYU. Et il a fallu que Sean Payton, ce fou furieux, il aille le prendre et il ait une idée pour que Mm. tout le monde se dise: oh putain, Tyson Hill. Et la preuve, c'est que le nombre d'équipes qui ont essayé de refaire une Tyson Hill avec des QB un peu dans ce Ouais, genre-là et ouais, qui n'ont jamais réussi, mm. bah, il est là le problème. Et Tim Thibault, hein, ça n'a jamais marché, hein, par oui, bah exemple. non, Hein. mais ils avaient Trace McSorley de Penn State. Quand on parle de QB à potentiel dont Penn State n'a jamais rien branlé, Trace McSorley, qui était, je crois que c'était les Ravens qui l'avaient pris pour en Ouais, il me faire un peu semble ça. peut-être, ouais. Il me semble. Donc, et t'en as eu un ou deux, tu sais, les QB de Montana State ou des trucs comme ça là en Ouais. FCS. Mais tu vois, Mm. je le, pour moi, je t'ai dit, si là le bon système, la belle histoire, ça peut le faire, mais je te dis, t'as peut-être Mm. une ou deux chances. Et encore, tu vois, même le tour auquel il est drafté peut changer ça, tu vois. Que tu sois sélectionné dans une bonne équipe, mais un peu trop haut, Bien ça sûr, peut changer la donne. tout Tu à vois, fait. donc c'est pour ça que je te dis,
on peut pas dire jamais. Tu vois, tu peux pas dire qu'il sera Exactement. jamais starter NFL ou quoi que ce soit. Bien entendu qu'il peut le faire, mais comme je l'ai dit, sa fenêtre de réussite et de carrière NFL est quand même très limitée. Tout à fait, tout à fait. Allez, on passe au prochain et on va parler, bah, de quelques niques. Alors Ah! avant de donner la parole Ah! à Kevin, Cade! je vais le dire à chaque épisode maintenant. Qu'est-ce qui va me manquer à Clemson? Parce que qu'est-ce que j'étais attaché à ce joueur? Et il y a un truc qu'on pourra jamais lui ôter, c'est sa mentalité. Il est toujours à 200%. Il est toujours alors oui, on l'a attendu. Nous, on y croyait cette année avec Pierrot, je vais pas vous mentir, avec Andrea. Et on a bien vu que la saison, elle s'annonçait vraiment compliquée au bout de 3 ou 4 matchs de saison. Quand le premier match contre LSU, bon, moi, c'est LSU, le temps de se mettre en route, tu te dis, ça peut arriver. Après, quand tu vois ce que font Clemson pendant les matchs, mais ça a été sur la défense, ça a été sur l'attaque. Il y a les mêmes débats sur TJ Parker, il y a les mêmes débats sur Peter Woods et tout. Et Kate Klubnik, moi, vraiment, je vous dis vraiment, il va vraiment me manquer. J'adorais ce joueur, j'adorais sa mentalité. Il a tout pris sur lui. Tout ce qui n'allait pas, il l'a pris sur lui. Même quand le coach Dabo, à un moment donné, il lui a dit, à un moment donné, en conférence de presse, il lui a dit des choses sur. Il est peut-être pas au niveau qu'on l'attendait, machin et tout. Il a tout pris sur lui. Par contre, où il y en a où j'en veux, où je le pousserai sous le bus, je vais le pousser sous le bus carrément, c'est Garrett Riley, le frère de Lincoln Riley. Pour moi, Ouais, non, ça a été vraiment. C'est comme à Penn State avec Drew Allard. ouais, Ils n'ont c'est ça. jamais su faire progresser Kate Klubnik à son niveau. Alors, bien sûr, il a des défauts, hein, bien évidemment. Bien sûr, il a des trucs qu'il a mal fait, bien évidemment. Par contre, il avait une grande marge de progression. Je pense qu'en NFL, il peut encore progresser. Mais voilà, voilà, c'est Kate Klubnik. Voilà, je vais pas parce que c'est un joueur de Clemson. Mais voilà, pour moi, il sera drafté au 3e jour. Je ne le vois pas drafté dans les 2 premiers jours de draft. Je n'y crois pas une seconde. Par contre, voilà, s'il tombe en backup, ben, si tu lui donnes sa chance, par contre, tu sais qu'il sera là à 200% et tu sais qu'il donnera tout sur le terrain, quoi qu'il arrive. Quoi. Donc, maintenant, je laisse la place à Kevin, un vrai scout, parce que, voilà, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas scout dans la vie. Moi, je suis un passionné avant tout. Mais voilà, Kate Klubnik, je l'aimais et vraiment, je le répète sur les réseaux de Clemson assez souvent, lui va vraiment me manquer. Quoi. Mais voilà, c'est Pour le comme coup, ça. c'est vrai que ça a l'air d'être un bon gars et t'as pas de problème de caractère ou quoi que ce soit quand tu le vois sur le terrain. Je sais que c'est vraiment pas un problème avec lui. Mais tu vois, pour moi, les lignes de stats que tu as sur l'écran, elles sont tellement indicatives de sa saison. Déjà, premièrement, c'est bien parce qu'on en a parlé avec Allard, tu vois, donc on a un peu préfacé Klubnik. C'est que Tout à fait. je pense que l'offense de Garrett Riley était clairement pas faite pour lui. C'était vraiment pas une offense. Enfin, le problème, c'est que si ça fonctionne, un peu comme la Go-Go offense qu'il y avait à À UNLV. TCU. Non, à Oui, UNLV. à UNLV. Ouais. UNLV, c'était grave. En fait, si c'est bien joué et que ça tourne correctement, c'est hyper fun à voir jouer. T'as des stats qui peuvent être énormes, tout ce que tu veux. Bah, à Et TCU, si, c'était beau à voir jouer, Garrett Riley. oui, Moi, quand il arrive à oui. Clemson, j'ai dit, bah, pourquoi pas. Mais Mais après, le problème, c'est que si t'as pas forcément le personnel pour ou quoi que ce soit, bah, ça devient moche et ça devient chiant très rapidement. exactement. Et c'est là où j'ai un peu moins mis de malus sur le scouting de Kate Klubnik. C'est que j'ai aussi mis le malus sur la coordination offensive que j'ai trouvé absolument désastreuse. Alors, Joe, toi et moi, voilà, on se parle un peu toute l'année et puis je vois tes énervements à chaque match sur Garrett Riley. Mais tu sais, moi, je regarde pas forcément Clemson cette année ou même depuis 2-3 ans. Donc, je me dis, bah, Joe, il exagère peut-être un peu. Puis je t'avoue que je me suis mis sur les tapes de Klubnik et j'ai fait, ouais, non, Joe, il est peut-être pas si loin de la vérité que ça quand même. Je me suis dit, il y a peut-être un peu de matière, il Je a veux bien peut-être que. raison quand même. Alors, il Non, y a mais le coaching staff, mais Dabo Swinney, on est peut-être responsable. oui, Je oui. défends beaucoup Dabo Swinney, vous le Mm. savez. Tout le monde dit il faut le foutre dehors, machin. Maintenant, son temps est passé et tout. Je suis encore le premier encore à le défendre et à dire bon, faut encore on verra. C'est sa plus mauvaise saison depuis qu'il a à Clemson, quand même. C'est quand même une légende, hein, on va pas l'enlever. C'est à Clemson, 2 titres, machin. Et faut pas oublier ce que t'es Clemson avant l'arrivée non plus Aussi, oui. de Dabo Swinney. Mais voilà, il y a genre. Mais Dabo Swinney, c'est pas lui qui appelait les jeux, quoi. Donc à un moment donné, je veux bien, mais c'est pas lui qui appelait les jeux. Et les prises de tête sur la sideline, on les voyait à chaque match quasiment. Et Ouais. là, à un moment donné, et Dabo, il dit, mais pourquoi t'appelles ce jeu-là, quoi? Et il la laisse assez libre. Et on a bien vu que ça fonctionnait pas, quoi. Donc, bref. Alors, est-ce qu'il voulait vraiment prouver quelque chose aussi à Dabo Swinney et qu'être Klubnik rentrait dans le truc? Je sais pas. Mais bref, ça a desservi l'attaque de Clemson. Mais Mhm. d'ailleurs, aussi,
quand Klubnik prenait le ballon et puis qu'il lançait pas le ballon ou qu'il se faisait intercepter, c'est pas Lincoln Riley qui lançait le ballon, hein, c'était Klubnik. Faut pas non plus Ah, tout. ça Voilà. aussi, je t'avoue que ça, par contre, quand je parle de malus, c'est le principal que j'ai sur lui. En fait, il manque de zip. C'est bête, hein, mais je trouve que je pense que c'est le bras le plus faible que j'ai scouté cette année. On parlait tout à l'heure de Simpson qui était le meilleur bras. Il a un manque de zip qui est terrifiant. Et il y a beaucoup de balles où, tu vois, je te disais que Ty Simpson, il lançait tellement fort que sa balle, en fait, elle redescendait jamais. Et donc, il avait des balles trop hautes. Bah, Cade Klubnik, en fait, il a la même, mais il n'y a pas de zip du tout. Donc, des fois, il veut lober un défenseur, mais c'est merdique. Bah, il s'est fait Et intercepter même 2-3 fois comme ça. oui, et surtout, là où j'ai remarqué, c'est que je pense que lui le sait et lui est conscient de son manquement. Et quand tu le vois jouer, première chose que j'ai vue, je t'avoue que la première chose que j'ai vue, je me suis dit, waouh, c'est un mec, genre, toutes ses lectures, il les fait. Genre, les premiers jeux que j'ai vus, je sais plus quel match j'ai mis en premier. Tu vois, il arrive 1, 2, il reset ses pieds. Tu vois que pour le coup, la lecture, le footwork et tout, c'est pas mal. Et je vois qu'il finit sur le check down. Je me dis, ok, il a capté, il a son check down, c'est bien. Deuxième jeu, tu vois, lecture 1, 2, 3, 4, check down. Je me dis, attends, il se fout de ma gueule. Et quand tu vois que la moitié des jeux qu'il fait, en fait, il joue que ses check down, je me dis, alors, soit les receveurs de Clemson, t'en as aucun qui est ouvert, soit en fait, il a peur de prendre des risques. Et tu vois, là, il fait 3 milliards, 16 touchdowns. Pour moi, ça veut dire que bah, là, je vais être honnête avec toi, la part des matchs que j'ai regardés, c'est il joue court. Tu vas avoir il y a un match où il a pété un câble, je sais plus quel match où il met 3 ou 4 TD là, je sais plus contre qui c'était. Où je me demande c'était pas West Virginia, ils sont pas dans votre conf, je sais plus qui c'était. Mais il met 3 ou 4 TD avant la mi-temps, c'est que des fades. Les mecs ont voulu jouer cover 1 man press. Pour le coup, vous les avez découpés, il met des fades, c'était génial. Mais je revois le match, mais je sais plus qui c'est, mais oui, je revois le match. faudrait que je regarde parce que mais je crois que c'était celui-là le premier que j'avais regardé. Mais je te dis le nombre de fois où t'as vraiment cette impression qu'il veut prendre zéro risque. Alors, est-ce que c'est lui qui se sent limité? Est-ce que c'est le coaching staff qui est plus dans une idée très conservatrice là-dessus? On parlera de Nussmeier après où c'est totalement l'inverse. Hein. C'est un gunslinger, lui, il n'y a pas de question, c'est il envoie, que ce soit un TD ou une interception, c'est la même. Mais Klubnik, c'est tout l'inverse. Il est très conservateur. La question maintenant, c'est est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le coaching staff? Bah, malheureusement, on pourra l'apprendre qu'une fois qu'il sera en NFL. Exactement. Et la question, c'est le pari, en fait. Est-ce que tu fais le pari? Je pense que c'est et je vais être honnête, je pense que sa limitation physique sur son zip, je pense pas que ce soit modifiable techniquement. Parce que mécaniquement, il a pas énormément de manquements. Donc son manque de zip, c'est juste un problème Et physique. En fait, si t'as pas les capacités physiques de casser ton poignet, d'avoir la rotation et d'envoyer de la rotation. par contre, il a un truc que beaucoup de QB n'ont pas dans cette là qu'on a présenté ce soir là dans cet épisode, c'est que lui il peut être double menace quand même plus facilement que les autres quoi. Il court un peu mieux que les autres, mais c'est pas non plus comment je pourrais dire, c'est pas Kyler Murray quoi. Hein. Voilà, je vais pas vous le vendre à la Kyler Murray. Hein. Il y a C'est quand même ça, un gap. Hein. il y a un monde entre un Lamar Jackson, un Kyler Murray Exactement. et, Voilà, c'est pas un Lamar Jackson. Voilà, je préfère le dire mais tout de suite. pour le coup, oui, c'est peut-être un QB qui est plus mobile que les autres, qui est peut-être un peu moins typé pocket passeur. Mais pour moi, il reste. Pour moi, pour moi, t'as pas vraiment la même classification en college football et en NFL. Exactement. En NFL, c'est Exactement. un pocket passeur. Oui. Et par contre, c'est quelque chose que j'ai noté, parce que lui aussi, je pense, se pense beaucoup plus athlétique qu'il ne l'est. Il ne sait pas rester dans une poche. Ah Ce non. qui veut dire que t'as un rush à 3, les mecs bougent pas. S'il a la fenêtre de passe qui est bouchée, des fois, il s'échappe alors qu'il est 5 yards derrière une Puis poche très c'est clean. là et Il c'est là que tu sort, il sait pas step up dans une poche en fait. C'est ouais. ça son problème. Et c'est Alors là qu'en que tu NFL, dis c'est que obligatoire. et ça c'est flagrant, on l'a vu moi en tant que fan, c'est il roule sur le côté et il veut lancer en mouvement. Et quand tu dis il a pas de force, il a pas de zip, ben on le voit à son lancer, la plupart du temps il arrive pas à trouver le receveur parce que le si alors à 10 yards, il va y arriver, mais s'il faut qu'il fasse 20-30 yards, bah, tu sens que la passe elle va pas être ajustée quoi. Alors Alors, ce qu'il faut savoir mécaniquement, et d'ailleurs, on parlait de Guigui et ça me fait penser à Guigui parce que Guigui, enfin moi j'étais comme ça en tant que QB, je préférais lancer dans la course. ouais, Et je sais que Guigui, ses plus belles passes, les passes les plus longues qu'il fait, c'est dans la course aussi. ouais, Parce tu qu'en vois, fait, quand tu lances dans la course, tu il faut l'élan? te dire que Ouais, non, il faut dire que tu es obligé de forcer le geste. ouais.
comme tu cours, si t'es pas 7 avec tes pieds, t'es obligé de forcer le geste. Et comme tu forces, quand je dis quand tu forces le trait en fait. Et en fait, comme tu forces le trait, et ben la plupart des passes, et comme tu as Elle la passe, vélocité quoi. que tu as, Ouais. moi je sais que j'avais une meilleure vélocité quand je lançais dans la course. Et il y a même des fois où je me sentais pas trop, bah j'allais roller sur 2-3 yards, juste parce que je sais que ça allait changer ma mécanique d'être dans la course, Ouais. et que j'étais Ah, parfois plus ouais. agréable de lancer dans la course. Et je sais que Guigui, je crois que les deux plus belles passes que je l'ai vu lancer, par exemple, ou mais je lui ai dit, je lui ai dit gros, c'est la même en tant que coach, je lui ai dit c'est les plus belles passes que tu as fait. Il m'a envoyé, je sais plus, il nous avait envoyé un TD de 50 yards d'un jour, mais zippé, mais dans la course. Ouais. Et il y en a certains qui ont des mécaniques comme ça qui ne sont. En fait, je vais pas dire que tu as tellement de déficience, avec tout le respect, parce que là je suis quand même en train de comparer Kate Klubnik à Guigui et moi quand même. On va quand C'est même. incroyable, Ouais, incroyable. Dans non, l'épisode mais incroyable. Guigui c'est mon gars, tu sais très bien, c'est Eh mon oui, mais bien QB, sûr, c'est mais mon moi ancien aussi, c'est joueur, tout mon ce que tu gars. veux. Moi aussi, c'est mon gars. Mais Moi, c'est mon QB générationnel. Moi, c'est mon voilà, QB. il y a quand Moi, même. ce qu'il a fait en finale du championnat de France sur la troisième et longue, là, je suis désolé. Exceptionnel, exceptionnel. Mais il faut quand même qu'on dose. Voilà, c'est mon expression. Exactement. Il faut qu'on dose quand même. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le niveau mécanique ou la biomécanique, que tu sois en college football ou que tu joues en D4 régional Tout à fait. Limousin, la biomécanique c'est la même pour tout le monde. Donc je dis juste que je comprends aussi. Et bizarrement, tu vois, le joueur qui pour moi le fait le plus ça, les deux joueurs qui font le plus ça, c'est Pavia et Klubnik, qui sont pour moi les joueurs qui ont le moins de bras. Eh ben Et tu oui. vois, c'est bizarre. Pavia, quand tu les regardes jouer, ils l'ont tellement mis en mouvement, il a tellement de roll-out, mais qui sont prévus dans le système. Normalement, tu fais ça si jamais tu as une équipe qui blitz beaucoup, qui te met beaucoup de pression, tu vas déplacer la poche. Eux, ils l'ont fait avec Pavia parce qu'il avait des problèmes mécaniques et il était meilleur dans la course. Donc Ouais. du coup, bah, tu le faisais roller, il était meilleur en passant dans la course. En plus, tu lui donnes l'option d'aller courir derrière. Et bah, tu Mais, vois que ça compense. Donc, mais je trouvais que l'année dernière, il l'avait bien fait. Cette année, je l'ai trouvé moins bon sur ce système-là alors, de passe. je t'avoue que j'ai pas regardé 2024 pour Club Nick, j'ai regardé que 2025 et ouais, j'ai trouvé qu'il sortait malheureusement beaucoup trop vite. Et je t'ai dit, il y a des situations où la défense rush à 3 où t'as pas de pression dans la poche et plutôt que de step up et en plus il est grand Club Nick, c'est pas Ouais. justement c'est pas Pavia qui est caché derrière des mecs qui sont beaucoup trop grands pour lui, c'est un mec qui est au-dessus de sa poche quand même. Donc j'ai trouvé ça dommage. Ouais. Ok, très bien. Voilà, on a fait le tour sur quelques communiques. Maintenant, on va vous parler de trois autres. Je les ai pas en image pour ceux qui nous regardent en vidéo, mais tu avais trois QB que tu voulais nous parler. On va faire rapide pour finir l'épisode. Mais tu avais Altmaier, donc le quarterback D'Illinois, d'Illinois, voilà, chercher l'équipe. Robertson, qui était Baylor, Baylor, voilà, purée, je vais y Sawyer arriver. Robertson. Et Nussmeier, bien sûr, qui était à LSU. Euh, on fait rapide. Elkmayer, donc Illinois. Illinois, il faut pas oublier quand même le programme que c'est. Ils étaient attendus cette année. Ils n'ont pas non plus. Ils étaient à leur niveau. On les attendait un peu plus haut, mais ils ont On quand les même. attendait plus haut quand même, hein. À un moment donné, ça. Ils À un étaient moment classés donné, pré-saison, hein. ouais, voilà. Donc, Mais tu sais ce que ça veut dire. Clemson était classé pré-saison aussi. oui. Donc voilà, c'est LSU aussi. Et LSU, Clemson, tout le monde annonçait que c'était peut-être le match pour la finale Oui, du c'est championnat. ça. Hein. Donc tu vois, à un moment donné, ce qui se passe en pré-saison et ce qui est vraiment réel, c'est différent. Mais Illinois, quand même, c'est une équipe, il faut compter sur eux depuis 4-5 ans. Oui. On compte sur eux en college football. Donc voilà, Altmaier, vas-y, parle-nous rapidement de lui. Alors, Altmaier, c'est peut-être celui des trois que j'ai le moins scouté, mais que j'ai le plus vu en direct, entre guillemets. Dans le sens où j'ai pas le même ressenti que les autres, parce que les autres, je les ai scoutés a posteriori. Altmaier, comme il est en Big Ten, c'est un de ceux que j'ai le plus vu jouer contre Oregon l'année dernière, où je regardais les matchs contre Ohio State, ou contre d'autres équipes que je suis qui sont dans la conférence d'Oregon. Donc je vais pas avoir ce recul sur lui que je peux avoir avec d'autres, mais je peux te parler que de l'impression que j'ai en live en fait. Et l'impression que j'ai en live, il y a quelque chose quand tu vois Altmaier jouer. Et il n'a pas je... laissé sensible les gens en plus c'est ça. au combine. Donc, Il fait un bon combine en plus. Il fait parmi de ceux qui m'ont fait plaisir au combine. Maintenant, effectivement, c'est là où je vais mettre un hola entre guillemets, où lui, pour le coup, c'est vraiment du feeling pur et dur. Où je vais pas vous dire, je me suis fait 5 tapes, il y a ci, il y a ça. Non, pour le coup, lui, c'est vraiment du feeling pur et dur. C'est vraiment l'impression qu'il me donne quand je le vois jouer en direct. Maintenant, je pense qu'il y a il y a forcément des manquements. Mais lui, par contre, c'est un vrai coureur. Lui, par contre, Altmaier, c'est un joueur qui est, je pense, la plus grosse menace au sol
Alors, outre les Pavia, Haynes King et Tylen Green, le QB Bien, d'Arkansas, ouais, qui Tyler est Green, n'en un. parlons pas. Je vais même pas en parler parce que pour moi, c'est même pas un Ouais, QB. Je l'ai vu au ouais. combine. Hein. Non, mais Son c'était combine, catastrophique, je pense que catastrophique. c'est le pire combine que j'ai vu depuis des années. Oh, C'était catastrophique. Ah, les c'était. passes, elles étaient honteuses, Et puis même, honteuses les passes. il a un geste qui est. Ouais. On parle de mécanique depuis tout à l'heure, mais lui, j'ai failli faire une syncope en le voyant au combine. Hein, je vais être honnête avec vous. Ah, mm. Donc voilà, Altmaier, je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est un QB qui est pour moi qui est propre. Encore une fois, je parle de mécanique beaucoup, mais Altmaier, c'est celui qui a le moins de problèmes mécaniques. Visuellement, en fait, enfin, après, moi, c'est parce que c'est mon poste aussi et c'est un peu ce que je regarde un peu toute l'année. Il y en a certains, visuellement, je le sens qu'il manque quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, à l'Arche, je te dis, on en a parlé pendant un an avec Ryan en disant il y a quelque chose qui va pas avec lui. Altmaier, quand tu le vois jouer, c'est fluide, c'est pas mal, ça coule, c'est bien, tu vois. Ouais, c'est un Ma- mec c'est un mec il est intéressant à regarder C'est jouer, ça. bien Et tu vois, évidemment. encore une fois, Altmaier au deuxième jour, Pourquoi eh pas? ben, je trouve pas ça déconnant. Altmaier devant un Carson Beck, Mm, eh ben, je dirais rien. Pour moi, je trouve pas ça déconnant. mm. Alors que Beck est vu dans la plupart des mocks comme le troisième QB de cette saison, tu vois. Ouais, Et je bien sûr. pense que c'est en grande partie parce qu'il va en finale college football. Je pense Tout que à s'il fait, y va, bah, ça je, ça a aidé. C'est sûr. je dis non, pas Carson Beck aussi haut que ça, Possible, possible. Oh, bah, c'est même sûr parce que les playoffs ont aidé bien sûr. à le mettre en valeur aussi, on est d'accord, on est d'accord. Maintenant Robertson, le quarterback de Baylor? Le dernier que j'ai scouté, je l'ai contre qui? Je me demande si c'est pas le match contre Kansas que j'ai regardé. Une capacité à lancer des fades qui m'a laissé sur le cul. Mmh. Euh, et tu vois ce que je disais avec Ty Simpson qui est incapable de changer la vélocité de ses passes. Et ben lui, par contre, il peut te l'envoyer une bombe de 50 yards dans la course. Et par contre, je crois qu'il met 3 ou 4 TD sur fade, mais dans les mains. Hein. Le mec, elle est pas sous-dosée, pas surdosée, dans les mains. Et il a de la touch dans ses passes. Même quand il lance une digue au milieu, il est capable d'en enlever un peu, de passer au-dessus d'un linebacker, mais sans trop lober la balle. Je trouve qu'il est intéressant en tant que coureur. Je vais pas dire que c'est un double menace, tu vois, mais il peut faire quelque chose. Mais surtout, je l'ai trouvé propre à la passe. J'ai trouvé propre. Maintenant, le système de Baylor depuis Et Bill Burrett Baylor est et Baylor a, on va dire, début de saison était un peu, pente descendante depuis quelque temps et là, milieu de saison, ils ont commencé à il y a eu du regagner mieux. et il y a eu Ouais, du mieux, il et y a eu du Robertson, mieux. il n'y est pas étranger non plus. Hein. Il fait une Je sacrée saison. Je pense. trouve que statistiquement, il fait une sacrée saison. Et encore une fois, lui non plus, il n'a pas un panel d'armes autour de lui qui est très très étoffé, mais il performe. Je le trouve très propre à la passe. Et je trouve qu'il a surtout, ce qui n'est pas le cas de tous les QB que j'ai scoutés, je pense qu'il a une marge de progression. Je trouve qu'il a une marge de progression. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Pour moi, il a un bras qui est vif aussi. J'aime bien. Honnêtement, j'aime bien ce qu'il propose. J'aime bien ce qu'il propose. Ça peut être comme Altmaier. Tu vois, je serais pas surpris que tu aies une équipe qui soit Qui tente vraiment le penchée pari, sur le quoi. cas, Ouais. qui se soit dit, encore une fois, début de troisième jour, un Sawyer qui sort dans les 10 premiers pics le samedi soir, là, je suis pas choqué. OK. OK, OK. Et celui qui était grand attendu cette année, que tout le monde avait vendu, bah, comme Kate Klubnik, comme Drew Allard et tout ça, Nussmeier, que moi je n'enterre pas parce que j'adore le joueur, hein, on va pas se Mm. mentir, qui a une mentalité irréprochable et qui a une qualité incroyable. Simplement, bah, voilà, ça a pas fité à LSU par rapport au coaching staff, Brian Ah, Kelly, ainsi de suite et puis et surtout, moi, heu, je t'avoue que Nussmeier, je voulais le scouter mmh, et je l'ai pas fait. Et c'était par choix. Je crois que c'est le seul que j'ai pas scouté par choix parce qu'il faut se dire qu'il a joué toute l'année blessé. c'est Donc ça, en il y a fait, ça aussi. qu'est-ce que tu vas scouter? Parce que tu vas te dire, est-ce que vraiment, on en parlait avec Ryan, les matchs vers la semaine entre 3 Ouais, et 6, je me rappelle même à Clemson, le premier match, il prend des voilà. tampons à Tu sais, Clemson, non mais la O-line il avait un inexistant. problème, d'intercostaux ou un truc comme ça, je Ouais. crois. Et je sais plus quel match on regarde avec Ryan, on est sur Discord et tu vois qu'il lance une balle à 20 yards et t'as l'impression qu'il est au bout de sa vie en fait. Et tu dis non mais c'est pas Nussmeier, c'est pas lui, tu vois. Nous, à Clemson, le premier match, il est resté à un moment donné. On a même dit ils vont le remplacer, quoi. Oui, bah c'est Sur le ça, c'est premier match, que hein, sur le ouais, premier ouais. match, hein, donc Mais le problème c'est que je me dis, mais je vais scouter quoi en fait si quand je regarde ces matchs, tu te dis, mais là je sais qu'il était blessé et quand je vois ce que ça donne quand il est blessé, quand il peut pas lancer la balle, qu'est-ce que je vais scouter? Est-ce que c'est vraiment viable de scouter l'année 2024 aussi? Donc moi, c'est pour ça que j'ai préféré pas faire de fiche sur lui. Je garde quand même une bonne opinion
parce que je pense que c'est un QB qui, encore une fois, tous ceux qui sont fils de coach, Ouais. si t'es fils de, d'autant plus parce que par exemple un Bonix, son père est un très bon coach de high school dans l'Alabama, c'est un ancien QB de Auburn, tout ce que tu veux, donc c'est un mec qui a du football. Nussmeier, son père, est un gros coach NFL aussi, donc il est maintenant coach QB, ou non, coordonnateur offensif chez les Saints, je crois. Donc ce serait la belle histoire. Il était au collège à LSU en Louisiane, qui reste en Louisiane chez les Saints. Le fait qu'il y ait Tyler Shock, j'y crois un peu moins. Moi aussi, je crois un peu moins, mais Pour moi, bon. si on n'avait pas eu Tyler Shock à ce niveau-là l'année dernière, Tu j'y peux. aurais pensé. Tu vois, j'y aurais pensé, je me suis dit, ah, Mais finalement. vraiment, Marité, il a vraiment, Sean, pour la petite aparté, il a vraiment, alors que tout le monde l'enterrait, tout le monde a dit, Bien mais sûr. qu'est-ce que font les Saints et tout, en plus en deuxième Même tour de moi, draft et tout. et moi le Et, premier. et, et, et franchement, il a totalement mérité. Ouais. En plus, ça a l'air d'être vraiment le bon mec. En plus, bah, vous avez eu la chance de l'interviewer. Je fais la petite promo pour ceux qui écoutent l'épisode, qui vont écouter l'épisode. Revenez à l'épisode, écoutez l'épisode de hier soir en podcast. On va recevoir John de Saints France, French Quarter podcast, qui a pu interviewer Tyler Chung avec Elio, Ouais. avec tout ça, et qui sera, qui sera avec nous dans l'émission. On va parler, faire une focus Saints. Donc, on va en parler de Tyler Chung et tout Génial. ça. Bref, donc ça sera jeudi soir. Donc, vous aurez l'épisode le vendredi. Quand vous écouterez cet épisode-là, vous pourrez l'écouter en podcast aussi. Il sera dispo. Voilà. Faut le Et savoir. ouais, de qui on parlait? Ah oui, De Nussmeier. Nussmeier. Nussmeier, je peux pas le mettre de côté parce qu'il passe l'année blessé. Mais lui, le problème, c'est que tu sais, t'as un droit qui est blessé out saison. Nussmeier, il a joué blessé presque toute l'année. Donc ça veut dire que tu as de la tape. Mais si jamais tu te dis, bah vas-y, je vais regarder la tape où il est blessé, tu te dis, ah, mais il pue la merde. Mais en fait, il a jamais joué à 100% de l'année. Donc Non, non, mais c'est compliqué de juger. Mais maintenant, son profil de gunslinger, un bras pareil, une qualité pareille, et encore une fois, un mec qui a un QI football d'un fils de coach, je peux pas mettre ça de côté. Donc moi, tu vois, je l'ai mis assez moi, haut. moi, Je tu l'ai mis vois, assez haut et je moi, pense tu qu'il y vois, a, il y a un sacré au, pari à faire sur lui. aux Seahawks derrière Sam Darnold, eh ben moi, je mettrais pas, je Ouais, mettrais une pièce. Moi, je ouais, ouais. mettrais une pièce. Je te le dis tout de Hmm. suite, hein, 100 fois. Hein. Tu me dis- avec un, en plus, avec un Smith et Jigba et puis un Shahid qui est capable de faire des tracés. On sait que Nussmeier, il est capable de lâcher le bras tout de suite. Ah ouais. Et ben derrière Sam Darnold, moi, ça me paraîtrait pas déconnant, quoi. Tu vois, Et, sans savoir exactement comment se situe l'effectif des Seahawks en ce oui. moment. Mais Et voilà. tu Hein, vois, je vais même te dire, pour un gars comme Nussmeier, le fait d'avoir été blessé, d'avoir fait une saison 2025 un peu en demi-teinte, voire pire qu'en demi-teinte, Mhm. je pense que c'est limite un bénéfice pour lui. Parce que je pense qu'il était attendu tellement haut Ouais. et je suis pas sûr qu'il aurait été en mesure de starter day one. Là, il va pas avoir la pression d'être pris dans les 2 premiers tours. Je le vois même pas pris dans les 3 premiers tours, tu Moi, vois. je pense qu'il sera pris au quatrième tour, 4-5e tour, moi, je Moi, pense. je le vois, Mhm. tu vois, à partir de la milieu de troisième, pour moi, c'est vraiment le Ouais. début de son range. Ouais. Et t'as pas de pression, ce qui veut dire qu'en général, quand tu es pris à ce pic-là, à moins de t'appeler Shudder Hunters où ils ont pris un rookie encore Ouais. avant, ça veut dire que tu vas être derrière un vétéran. Donc ça veut dire que tu n'as aucune pression à starter day one. Tu vas regarder Euh, jouer, tu vas prendre le playbook, tu vas c'est ça. apprendre la NFL tranquillement. Tu vas Et c'est pouvoir très faire tes, bien. tu vas pouvoir faire tes OTAs, tes training Mhm. camp en te focalisant sur ton jeu. Il va falloir que tu apprennes le playbook parce que tu vas vouloir prendre des reps, tout ce que tu veux, mais Bien sûr. tu vas être focus sur toi. Lui, je pense que ça a été recovery soin au max pendant la off-saison. Mais je suis honnêtement, il n'y a pas beaucoup de QB dont j'ai hâte de voir en NFL cette année. Nussmeier en fait partie, notamment parce que cette saison 2025 nous a un peu laissé un goût amer et nous a laissé sur notre faim. Non. Donc j'ai vraiment envie de le voir au niveau supérieur. Puis il faut dire, il pue le foot, quoi. Aussi. Ça pue le C'est foot. vrai que Nussmeier, ça pue le foot, quoi. Déjà, c'est un mec qui lâche rien. Bon, il a joué toute l'année blessé. Puis non, puis merde, ça pue le foot, quoi. C'est vraiment le mec. Et pareil, lui, si on peut parler d'un joueur patient aussi, avant qu'il ait sa chance, il a été très patient, hein, ouais, parce ouais. qu'à LSU, il aurait pu partir ailleurs. Hein, donc, vraiment, c'est un joueur. Puis il aurait pu partir l'année dernière. Il est revenu pour une saison de plus, parce qu'il y avait de grandes chances qu'il pouvait jouer le titre. Bon, ça s'est pas fait, comme à Clemson, comme à tout ça. Mais voilà, c'est des joueurs qui puent le foot. Et on sait très bien qu'un joueur qui pue le foot, eh ben, tu as plus tendance à aller le chercher, même s'il a des Oui, lacunes, tu vas aller le chercher quand même, tu c'est vas ça. essayer, quoi. Tu vas C'est essayer. ça. Donc voilà. Très bien. Très bien, très bien. Bon, je pense qu'on a été complet, Kevin. Ouais, on a 1h34 fait le tour. d'épisode. Hein, je pense on a été correct, on a balayé Juste pas mal. Vas-y. 2 derniers noms que j'ai vus dans la liste des gars qui se présentent mais que j'ai pas scouté et qui sont à un niveau un peu plus en dessous. Il y a Cole Payton de NDSU, North Dakota State. Mhm.
les joueurs de North Dakota State, voilà, c'est du FBS moins, donc ne jamais laisser de côté. Et Joe Fagnano, le QB de Yukon. Ah, de Yukon, exact. Yukon, mine de rien, depuis 2-3 ans, ils se ressortent les doigts du fondement et c'est pas si dégueulasse. Donc, j'ai aucun espoir pour eux. Je pense que les deux sont undrafted, mais ça fait partie des QB qui se présentent cette année et qui seront là aussi. Et gardez un œil. Je Fagno, pense pas pareil, qu'on entende leur nom. Combine intéressant, on Oui, l'a vu au Combine, donc voilà. au Donc, Combine était là et je l'ai trouvé pas si dégueulasse que ça, tu vois. bien Donc, sûr, bien sûr. à noter. Ah bah meilleur que Tyler Green, ça c'est sûr. Mais je te jure que j'ai des Allez, flashbacks, je suis pas bien, je fais de la on le tachycardie là. glisse en fin d'épisode, voilà, un bon petit tacle derrière à la jugulaire. Allez, très bien. Bon bah Kevin, on va se quitter, je te remercie. On se voit Merci prochainement mon Joe. pour les épisodes des wide receivers et Ouais, tight end. On verra si on les met ensemble ou pas, mais ouais. on fera tout ça. Et je te remercie, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. C'est un plaisir, moi, c'est un plaisir de discuter foot avec toi à chaque fois, Kevin. Merci à toi, Joe. Allez suivre donc The Trick Play FR, bien évidemment, le soir de la draft. Allez sur le site internet, lire les fiches de scouting. N'hésitez pas à relayer, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas voilà, à faire tout ce qu'il faut. Et n'hésitez pas à surtout donner de la force, du like. Et voilà, franchement, partagez les fiches. C'est un boulot monstre qu'ils font. On le répète à chaque fois avec Ryan. Mais régalez-vous. Et il faut tout ça pour le plaisir, pour la gratuité en plus. Donc voilà, pour le peuple, on va dire. Pour le peuple. On fait ça juste pour l'amour du jeu. Voilà. Voilà, exactement. Exactement. Kevin, merci beaucoup. On se quitte là-dessus. Ciao, à la semaine prochaine. Et puis, bah, prochain épisode, les wide receivers ou les tackles, on verra comment on les classe. Ciao tout le Salut monde. Joe, salut tout le monde. Ciao tout le monde.